Et l'enregistrement est parti, donc merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on est deux pour reprendre dans l'animation de ces meet-up WordPress à Montpellier. On a Fabrice Ducarne, très connu dans la communauté WordPress pour WP Formation et WP Server. Moi également pour la partie… Comment? Non, c'est rien, c'est mon Mac qui m'annonce l'heure. Ah, Thomas, Je suis d'accord, désolé. il n'y a pas de Pardon, souci. je vais couper mon micro. Moi-même également, qui suis pas mal présent dans la communauté également, connu sous le pseudo Crénico. Et voilà, on a voulu relancer un petit peu les meet-up WordPress qui avaient… Bon, avec Fabrice, on avait essayé d'animer ça, mais au compte-gouttes précédemment, et tous les deux, on avait toujours un peu de mal à s'y tenir. Là, on est motivé, hein, on va essayer de s'y remettre correctement. Et bon, vu la situation aujourd'hui que l'on vit, les événements physiques ne sont plus possibles, donc on va essayer d'en organiser régulièrement comme ça en ligne. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur forme de Barcan. Il y aura deux types d'événements. Les modèles Barcan où vous venez avec vos questions et puis on essaie d'y répondre du mieux possible. Hein. Fabrice a une vision très large de WordPress, il connaît quasiment tout. Hein. Je pense qu'il est incollable sur beaucoup de choses. Et moi, plus orienté sur la partie SEO. Donc aujourd'hui c'est comme ça. Et les prochains formats, on verra si on part sur un sujet bien défini à l'avance en mode webinaire. Voilà. Donc du coup, on vous écoute, on est maintenant une quinzaine de connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis écoutez une question pour en amener une autre, etc. Et on est là pour y répondre. Alors par défaut, vous avez tous le micro coupé. Pensez à activer le micro en bas à gauche. Vous avez le bouton pour activer le micro quand vous voulez parler. Et si vous devez vous absenter, pensez à mettre en mute le bouton, parce que des fois, il y en a qui partent et puis ils laissent un bruit de fond derrière, voilà. Qui veut se lancer? Une question toute bête, toute simple. Quels sont les modules essentiels à installer sur WordPress au départ? Après, à part le WooCommerce. Fabrice, Je réactive juste mon micro parce que j'étais en mode micro coupé. Alors, du coup, qu'est-ce que je dirais? Pour moi, ce qui est essentiel de base, c'est d'avoir un bon système de facture en PDF. Donc déjà, un des premiers que j'utilise, que j'installe. Je ne parle pas des modules de paiement, puisque ça, c'est évident que tout le monde les installe par défaut. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec Stripe sur toutes les boîtes que j'ai montées. Donc, que ce soit WP Server, où on a mis un système en place de récurrence. On l'a fait avec, bien évidemment, WooCommerce Subscription. On a dans la foulée utilisé Stripe, c'était le plus simple. Ça marche aussi avec PayPal. Il y a d'autres systèmes de paiement, je te rassure. Mais je trouve que Stripe, en termes de tarifs, c'est aujourd'hui bien plus concurrentiel et compétitif qu'un abonnement VAD standard auprès de ta banque. Donc ensuite, je fais les factures avec un bon système pour l'export en PDF. Donc, ce qui fait que l'internaute, le client peut récupérer tout seul sur son compte ces factures au PDF. Je les joins également lors de l'achat. Qu'est-ce que j'utilise? Un bon système d'export pour mon comptable, sinon il me casse les bonbons. Donc, toujours avoir un très bon système d'export. Celui natif de WooCommerce n'est pas terrible. Voilà, moi, je dirais les trois principaux que j'installe dès que je mets un WooCommerce en route. Après, tout va dépendre de ton secteur d'activité. Si tu as besoin, par exemple, si tu veux mettre en place un système de fidélité, il y en a pas mal qui existent aujourd'hui. Mais ma priorité, c'était vraiment ces trois-là. Après, le reste, ça va dépendre de tes besoins. Et Juste au niveau des modules de paiement, pareil. Hein, moi, j'utilise Stripe et PayPal sont les deux plus simples à mettre en place. PayPal du coup permet de prendre tout type de paiement en compte parce qu'en fait tout le monde utilise PayPal dans le monde quasiment. Donc vous pouvez prendre des paiements dans n'importe quel pays. Et Stripe, il est quand même très simple à mettre en place et les personnes peuvent payer par carte bleue vraiment très facilement. Et les commissions Stripe sont aujourd'hui les moins onéreuses. Après, il faut passer sur des solutions que fournissent les banques. Mais ces modules-là sont coûteux à mettre en place. Il y a des abonnements tous les mois. Donc, pour se lancer, Stripe et PayPal sont vraiment très, très bien pour se lancer. du coup, moi, j'ai une question. Vous parlez d'un bon système de facture. Est-ce que vous auriez un module à recommander? Oui, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs. Ça va dépendre. Moi, je crois que j'étais sur la version payante de WooCommerce. Tu sais, par défaut, sur la boutique de Woo, on a Oui. plein qui sont comme ça. Écoute, je me connecte directement à mon site et je vais te dire lequel est en place. Donc, c'est un gratuit. Non, je te dis des conneries, c'est un freemium. Donc, ça veut dire que de base, tu as des fonctions natives gratuites. Et puis, Ouais. si tu veux des trucs supplémentaires, il faudra que tu passes à la caisse, comme Ouais. d'habitude. Normal, ouais.
Hein, c'est toujours pareil. Donc, je crois qu'il y a Sleep dedans, un truc avec Packing Sleep. Je vais te le retrouver de suite, le temps. Parce que effectivement, nous, on en utilise un dans ma société et on en a changé plusieurs en fait. Et celui qu'on a, effectivement, il est assez complet, mais c'était juste pour comparer, pour voir si… Je vais te dire, je vais le retrouver. Voilà, il s'appelle WooCommerce PDF Invoices et Packing Slips. Ah, je crois que c'est ce qu'on utilise. Et Et on... je suis en train de vérifier, mais il me semble que c'est celui que j'utilise moi Slip. aussi. Ouais. Allez sur le site de l'extension, documentation. Ouais, voilà. Donc celui-là, vraiment, je le trouve très bien foutu. Ouais, On n'a c'est pas de problème. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore avec Ouais, c'est ça. celui-là? C'est exactement celui-ci qu'on utilise. Voilà. Et si tu veux passer sur une version pro, donc moi Mm. j'utilise la version gratos, bien évidemment. Ouais. Si tu veux la pro, qu'est-ce qu'elle t'amène? Elle t'amène la possibilité de générer des factures supplémentaires, des factures pro forma, des factures partielles. Enfin, tu vois, il y a des trucs supplémentaires, mais en l'occurrence, je me suis aperçu que la version gratos suffisait amplement pour tous nos besoins. Donc, pas la peine d'aller raquer ou d'aller payer. Ouais. Non, c'est celui que moi j'ai aussi sur ma boutique, la Douai Perron, c'est celui que j'utilise. Et après, j'en utilise un autre pour exporter les factures au niveau du comptable qui est gratuit. C'est le Ever Invoice Export. Ever, E-V-E-R, Invoice Export. C'est sur le site team-ever.com. Ça permet d'exporter toutes vos ventes dans un fichier CSV ou Excel tous les mois. Donc, Alors, ouais, pas mal, mais là, pour le coup, comme moi, je voulais que ça soit carré, j'ai pris celui fourni par WooCommerce, en l'occurrence, le Customer Order Coupon Export, qui, lui, me permet des exports plus soutenus et des exports automatiques qui sont directement adressés à mon comptable. d'accord, ok. Donc, tu peux automatiser, ok. Ouais, tu automatises, donc ça veut dire le premier du mois suivant, donc le lendemain, quoi, automatiquement dans la nuit, il y a comment on appelle ça, c'est une cron qui est déclenchée, et ça envoie à mon comptable en direct tous les fichiers CSV, et après, lui se débrouille. Et je lui envoie 3 fichiers séparés, c'est-à-dire que je lui envoie les clients, je lui envoie les commandes, et je lui envoie la récurrence. Si on parle de récurrence, notamment avec Subscription, par exemple, j'ai différents types de commandes. Ok, d'accord. D'accord. Et alors, j'ai peut-être une question bête, hein, mais du coup, moi, c'était plus effectivement par rapport à la loi. Ce module-là, c'est une obligation de l'avoir sur le WooCommerce, Lequel? l'export. Alors attends, c'est pas une obligation, hein. Là, c'est simplement du confort. C'est-à-dire que D'accord. l'export, il va simplement exporter toutes mes commandes dans un format que comprend mon comptable. D'accord, ok, parfait. On n'est pas en notion. Toi, tu étais en train de me parler de la loi sur la TVA. Oui, voilà, c'est tout. En fait, ma question plus générale, c'est par exemple pour le RGPD, je sais qu'il faut des choses obligatoires. Pour les TVA, il faut des choses obligatoires. C'était pour être sûr que nous, on n'oublie rien. Alors, on va faire un rapide point, si tu permets, Nico. Je fais un rapide point sur le Non, RGPD. très bien, très bien. Donc, tout ce qui est RGPD au niveau de vos sites de e-commerce, vous devriez avoir des choses basiques. CGV, conditions générales de vente. CGU, conditions générales d'utilisation. Ça, je ne le vois pas assez souvent sur les sites de e-commerce. Ensuite, vous devez avoir un truc qui s'appelle mention légale. Ouais. Si demain, je dois me plaindre. Ensuite, vous devez avoir un truc concernant la confidentialité des données. Et c'est là qu'on aborde le cas du RGPD. Ouais. La confidentialité des données, ça veut dire qu'est-ce que tu fais, toi, propriétaire de ce site, dans le cas où tu te fais hacker ton WordPress et que tu as mes commandes, tu as mes infos, etc. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les mesures à prendre? Qui est ton référent sécurité et confidentialité? D'accord. Tout ça, ça doit faire l'objet d'une page qu'on appelle confidentialité. D'ailleurs, WordPress vous le propose aujourd'hui par défaut. Ouais. Toute personne est en droit de vous demander rectification des données, les informations sur les données que vous possédez sur lui et également la possibilité d'effacer les données que vous avez sur lui. Je vous rappelle que ceci est obligatoire. Ouais. D'accord? Donc, vous devez mettre clairement le process pour que la personne puisse demander tout ça. Ce n'est pas fini, je continue. Hein. Vous devez également mettre en place un système, si vous traquez les utilisateurs, ce que tout le monde fait aujourd'hui. Je vous signale que WooCommerce, WordPress track, d'accord, si vous utilisez Jetpack pour les stats, par exemple. Donc, vous devez mettre en place un bandeau informatif obligatoire pour stipuler tous les cookies qui déroulent sur votre site. Ouais. À ce sujet, je vous conseille Compliance, Ouais. qui est testé sur WP Formation. Il y a un article éponyme. C'est ce qu'on utilise, il est parfait comme module. Il est parfait, il doit être correctement renseigné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous permettre
de commencer à prendre les stats tant que l'internaute n'a pas validé. Mm. OK ? Ok. Ceci n'exclut bien évidemment rien les process de commande, ça n'a aucun rapport. Voilà les bases de ce que vous devez faire. Maintenant, le dernier point que tu as soulevé, c'était cette histoire de cette fameuse loi pour lutter contre la fraude à la TVA. Ouais. D'accord ? Ça, c'est également censé, je mets des guillemets, censé être une obligation. Vous ne devriez plus être en mesure de supprimer des commandes de personnes. Il devrait y avoir une trace, qu'elle soit numérique ou pas. D'accord. Donc, on ne peut pas supprimer des commandes. Ok. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des plugins qui sont sortis. J'en connais, enfin, des plugins. Il y a des sociétés qui proposent ça aujourd'hui. Il y en a au moins 2 qui sont différentes. On est sur des prix qui sont extrêmement rédhibitoires. C'est très cher. Voilà. Clairement, aujourd'hui, je connais personne qui a été condamné là-dessus. Il y a eu un flou autour du e-commerce sur cette fameuse loi TVA. Puis après est arrivé le Covid. Donc, ça fait 2 ans qu'on est dans le flou par rapport à cette loi. D'accord. Donc, à vos risques et périls, j'ai envie de vous dire, mais normalement, Corson qui travaillait chez WooCommerce, m'avait dit qu'à l'époque, ils étaient en train de penser ou de réfléchir à un système qui allait fonctionner avec Jetpack, de manière à traquer toutes les commandes. En gros, l'idée, c'est quoi ? Toi, tu reçois 50 commandes, d'accord ? Sur ces 50 commandes, tu en fais passer 10 au black. Ouais. D'accord ? Tu en fais passer 10 au black, c'est-à-dire que tu prends, tu les sélectionnes, tu les supprimes. Il se passe quoi dans un WordPress classique ? Ça supprime les commandes, ça supprime dans la base de données également. Oui. Et donc, il n'y a plus de traces de ces commandes, ce qui fait que tu peux encaisser la TVA. Je comprends. Donc, avec l'aide d'un système soit payant, soit potentiellement un truc que sortirait Jetpack, il te serait impossible de les faire sortir. Donc, tu devrais justifier pourquoi cette commande a été annulée, supprimée. Pardon, Nico, j'étais un peu long. Voilà, mais je voulais... Non, il n'y a aucun souci. Donc là, on est quasiment 25 connectés. Par défaut, vous avez tous le micro coupé. Donc, pensez à activer le micro si vous voulez prendre la parole. Vous devez cliquer en bas à gauche dans Zoom pour activer le micro. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions. Fabrice et moi sommes là pour y répondre. Moi, j'aurais juste une question. Je vais arriver un petit peu tard, désolé. J'ai juste entendu la fin sur la gestion des cookies. Et donc, on a parlé en effet du bandeau sur le fait que, et avec lister les cookies qui étaient posés sur le site. J'ai cru comprendre également que dans quand même le gros aussi point négatif entre guillemets de la loi CNIL la dernière, c'était aussi le fait d'avoir un registre des consentements, c'est-à-dire qu'au-delà de dire et de stipuler quels sont les cookies, il faut qu'on ait la trace et le journal des consentements, non ? Alors, ça a peut-être été abordé, mais je l'ai raté peut-être. Hein. Non, ça n'a pas été abordé, mais tu fais bien de le soulever, Frédéric. Effectivement, tu dois avoir un registre des consentements. Compliance te le permet également. Donc, c'est Compliance, c'est ça le module de WordPress ? Ouais, je vais vous mettre le lien en chat si vous voulez. Ouais, tu peux le mettre, comme ça tout le monde l'aura, c'est super. Ouais. Donc, on a bien le journal des consentements dedans avec dans Compliance alors. Exactement. C'est gratuit ce truc-là, Compliance ? J'ai pas entendu. Je demandais si c'était gratuit Alors, truc. Julien, il est comme d'habitude, il est en freemium. Ils ont une version premium. Ils ont une version premium qui va te permettre davantage d'options. C'est à toi de voir si ça te convient. Je suis en train de chercher si je le retrouve. En fait, moi, on m'avait conseillé à l'époque Acceptio, je crois. Ouais. Mais ça coûte une blinde, en fait, c'est très, très cher. Ouais, c'est abusé. Et le client m'a un peu retoqué sur ce système-là, mais le problème, c'est que je n'avais pas trop d'infos sur le pourquoi du comment. Tu pourras leur mettre, si tu bosses pour un client, d'accord ? Tu pourras lui mettre ce que je viens d'envoyer dans le chat, là, Compliance. Tu pourras lui mettre en version gratuite, d'accord ? Tu auras juste à le configurer. En fait, c'est super bien foutu. Tu as un installateur qui est prévu d'office, donc tu fais ce que tu as à faire sur le site du client. Tu termineras par ça. Tu l'installes, tu l'actives. Le process se met en route. Il détecte tous les cookies de ton site, absolument tous. Il te pose 2-3 questions. À qui est adressé le site, etc. Si tu es multizone, par exemple, d'accord, que tu vends aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis, tu devras prendre la version premium, puisqu'il y a qui est capable de gérer multizone. En revanche, si tu travailles uniquement en Europe, tu peux prendre la version gratuite. Il va te poser 2-3 questions. Tu réponds. C'est un process qui dure 5 minutes et il fait le job pour toi. Il t'amène jusqu'à la bannière de cookies que tu vas, toi, ensuite configurer, que tu peux intégralement customiser. Ouais, super. Je t'invite à le tester sur le lien que j'ai mis. Tu verras le tester et tu verras
comment on appelle ça, tu verras ce que ça donne en fait, comment apparaît la bannière. Et juste information pour nous tous qui sommes quand même, on est censé être des pros de WordPress, en termes de performance, c'est-à-dire le prix à payer sur les temps de chargement de votre site. Avec ce système-là, si vous utilisez un plugin de cache, vous déférez le script de compliance et vous n'avez pas de perte en termes de performance vitesse. Okay, parce que là, je vais rentrer dans le domaine de Nicolas, il ira plus loin. On parle des Core Web Vitals qui démarrent le mois prochain, où Google va demander à ce que vos sites soient performants, rapides, qu'ils ne soient pas surchargés, etc. etc. Compliance est parfaitement compatible avec tout ça. Voilà, pas de perte à mon niveau. Je suis en 100% Google PageSpeed, aussi bien en mobile qu'en version desktop. Donc, franchement, aucun problème là-dessus. Et du coup, ce module donc compliance vient, on va dire quoi, effacer la gestion native de la suppression et de gestion des données du WordPress qui est Non, embarquée Frédéric, dedans? non. Lui, il va simplement t'aider pour toute la partie information client, c'est-à-dire information D'accord. visiteur. Si tu veux le système d'effacement, tu dois mettre à disposition des gens un formulaire concernant la confidentialité. Ouais, mais qui est natif dans le PrestaShop, en fait, qui vient se plugger sur le… Alors, qui est natif dans WordPress. Pardon, WordPress. Ouais, WordPress. Il est natif dans WordPress et après, à toi, tu peux parfaitement l'intégrer sur ta page confidentialité, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Auquel cas, tout visiteur sera en mesure de le faire. Dans mon cas, il y a JB Audras qui a sorti un plugin, justement, une extension qui permet, avec un shortcode, d'afficher directement le formulaire pour que la personne efface ses données ou soit informée de toutes les données que tu possèdes sur lui. Et avec ce shortcode, tu le places dans ta page de confidentialité et ça te met le petit formulaire. Donc, la personne fait sa demande, c'est avec son mail, d'accord, en voyant un deuxième mail, et là, après, il obtient les informations qu'il a réclamées. D'accord, ok, merci. Juste une question, si je peux me permettre de rajouter un truc. J'ai une autre question en fait qui découle. J'ai eu le cas d'un site vitrine classique en fait, où on m'a demandé d'installer Matomo Analytics. Ouais. Alors, qui est une super alternative à Google, mais du coup, se poser la question de savoir si justement il y avait besoin d'avoir cette notion de prévenance au niveau des cookies quand même, puisque en fait, tu peux le paramétrer de sorte à anonymiser totalement les utilisateurs et les données personnelles. En fait. Alors, j'ai fait le cas, puisque je suis en test sur WP Formation. Donc, j'ai installé Matomo de deux manières. La première, c'est en natif directement dans WordPress. Il y a un plugin qui permet ça aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais mettre un bémol, parce que tu étais dessus, donc je vais te le dire avant. Non seulement ça surcharge ta base de données, ce qui est catastrophique ensuite pour ton site, ça ralentit ton site. Ça ralentit. Et ouais, parce qu'il passe après la sous-couche du core DMU, des plugins, et ensuite Matomo arrive. Donc, le temps de chargement est catastrophique. Donc, du coup, j'ai installé Matomo en direct sur mon serveur, parce que moi, j'ai un serveur dédié. Donc, j'ai installé Matomo à part, à côté. Les performances sont très bonnes pour le coup, et j'ai pu anonymiser toutes les données. Du coup, Matomo ne rentre plus dans l'histoire des cookies. Sauf que, on a un problème. Si ton client il rajoute une vidéo YouTube. Ah oui, du coup, ouais, tu as les cookies, tu as des cookies Google derrière. Ouais. Okay. Exactement. Ouais. Et c'est valable pour tout ce que vous allez mettre. Par exemple, si tu mets, il y en a qui le font, moi je n'aime pas ça, mais si tu mets du Facebook, du Twitter, machin, des trucs à partager, ou tu veux faire apparaître quelque chose, bah, tu es traqué par Facebook, tu es traqué par Twitter, etc. Donc tu es obligé quand même de mettre le bandeau à cookies. Oh putain, ouais, d'accord, ok. Eh ouais, on a tous réagi comme ça. Et en plus, ça coûte très cher. Mais dis-toi une chose, c'est que quand c'est correctement fait, c'est-à-dire que si tu suis tes process et les guidelines en termes de performance, de vitesse, etc., il n'y a aucun impact. Genre, moi, j'ai tout ça qui est actif sur WP Formation. Je peux te garantir que le site, c'est une bombe. Voilà. Tant sur le scoring que sur le ressenti utilisateur. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'installe le plugin Matomo, donc pas en déporté comme tu l'as fait, parce que je n'ai pas de serveur dédié. Enfin, j'ai un NAS, mais je ne pense pas que ça suffise. Et en fait, c'est vrai que je n'arrive pas, en termes de performance, je suis dégueulasse en fait, sur certains sites. Ouais. Et en fait, je ne comprenais pas d'où ça venait. Donc, je pense que tu as éveillé quelque chose que je n'avais pas vu. Sur GTmetrix, tu fais un test, tu mets l'URL du site, d'accord, mets la home, c'est plus simple.
Tu mets la home et ensuite tu surveilles le temps, les chargements. Et ensuite, tu peux filtrer par le CSS, par les images et par comment on appelle ça, par tout ce qui est chargement JS. Et avec le JS, c'est là où je me suis aperçu en fait que Matomo version WordPress me décalait et je perdais un temps fou, quoi. C'est-à-dire que le temps de chargement, il intervenait une fois que toute la première partie de WordPress était passée. Du coup, j'avais des temps de latence qui étaient catastrophiques. Voilà. Le déporter a amélioré vraiment de 40 à 60% les perfs. D'accord. Non, c'est dommage parce que c'est open source quand même, mais bon, c'est open source, et surtout c'est très RGPD, mais bon, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, encore une fois, c'est un système qui vient, c'est comme une espèce de bricole, quoi. Tu viens mettre ça dans WordPress. Ouais. Tu te doutais bien qu'à un moment donné, il allait nous en mettre un peu partout. L'avantage, par contre, c'est qu'il se désinstalle extrêmement proprement. Donc, si vous avez envie d'essayer, si vous avez des clients qui vous cassent les bonbons pour avoir un truc soi-disant totalement compatible RGPD, installez-leur ça, d'accord, s'ils ne sont pas regardants au niveau des perfs et du scoring. Si par contre ils vous disent attention, moi, il faut que le site il soit 100 sur 100 sur Google, je ne comprends pas, c'est lent, etc., à ce moment-là, vous avez la réponse. Hein. Vous faites payer en plus, vous lui faites payer, ou alors vous lui mettez un cookie wall s'il veut utiliser Google Analytics. Donc finalement, l'association avec le plugin de tout à l'heure, la compliance plus Google, plus le Google Analytics fonctionne bien en fait. Ça marche bien. Voilà. Marche bien. Moi, je mets un temps. Tu n'es pas obligé de mettre le cookie wall sur compliance, tu peux le désactiver. Tu peux mettre le bandeau qui ne s'efface pas tant que le type n'a pas cliqué. Pas cliqué. Tant qu'il n'a pas cliqué, si tu l'as fait correctement, pardon, tant qu'il n'a pas cliqué, tu ne le traques pas. Ok, ouais. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Il y a Valérie qui a demandé le lien vers le formulaire. Alors, je ne sais pas quel formulaire c'est. Elle a mis ça dans le chat. Valérie, merci de préciser. Et si vous avez d'autres questions, écoutez, ouais. Peut-être le shortcode dont tu parlais tout à l'heure, je pense, Ouais. non, c'est pas ça? Je pense que c'est le formulaire qui est présent dans la page confidentialité des données pour demander aux personnes si elles veulent récupérer leurs données. Je pense que c'est celui-ci. Je regarde parce que je lui avais tweeté, je te retrouve ça. Moi, je l'ai désinstallé parce que ça ne marchait pas. C'était incompatible étant donné que j'utilisais WP Side Login. Du coup, il m'avait répondu. Alors, attends, je vais te retrouver ça. Allez-y, continuez. Le temps que je vous retrouve, je vous mettrai le lien dans le chat directement. Moi, j'ai une autre question concernant WooCommerce. Et on imagine que j'ai un client qui veut gérer ses frais, qui a plusieurs types d'expéditions. Donc, par exemple, DHL, Colissimo, etc. Nous, pendant un certain temps, on installait chaque module, DHL, Colissimo. Est-ce que vous avez des façons plus faciles de gérer ça? Est-ce qu'il n'y a pas des modules où on peut directement tout choisir, tous les modes d'expédition qu'on veut? Ça existe en fait. Alors moi, je l'ai utilisé pendant très longtemps avec PrestaShop et ça existe aussi pour WooCommerce. C'est la société Boxtel, Boxtal. Boxtel, voilà, Boxtel propose, en fait, moi, à l'époque, sur PrestaShop, je vous parle de ça il y a presque peut-être 10 ans en arrière, à chaque fois qu'il fallait installer différents transporteurs pour les clients, c'était compliqué parce qu'il fallait installer d'un côté Mondial Relay, il fallait installer Socolissimo, il fallait installer DHL, etc. C'était un contrat à souscrire à chaque fois. C'est pour ça, oui. Un module à acheter et à configurer. Un jour, j'organise un événement sur Montpellier, donc un meet-up PrestaShop, et il y a une personne de Boxtel qui est venue et justement, il lançait leurs produits, elle m'a présenté ça. Et c'était un petit peu la solution miracle parce que du coup, grâce à ça, on pouvait souscrire à un seul contrat. Donc, on souscrit à un seul contrat chez eux et ce contrat nous permet, dans leur module, d'activer tous les transporteurs que l'on veut. Et le gros avantage, des avantages, il y en a 3, c'est que vous avez accès donc déjà au suivi des commandes, c'est-à-dire les clients peuvent également avoir le numéro de tracking pour suivre les colis. Donc, c'est la première chose. Vous avez également la deuxième chose, vous avez également la génération des étiquettes. Donc, vous pouvez générer les étiquettes pour les envois. Et surtout, vous êtes facturé, vous avez une facture par mois pour tous les transporteurs. Et du coup, vous devez, si vous faites peu de volume, vous devez déposer à la poste ou à Mondial Relais les colis, etc. Vous devez vous déplacer, mais vous avez seulement à les déposer sur le comptoir. Les étiquettes sont prépayées. Il n'y a pas à payer à chaque fois. Et surtout, vous avez une seule facture par mois. Et si vous faites des gros volumes, l'avantage, c'est que déjà, les transporteurs vont venir chez vous chercher les colis. Et ça, avec Boxtel, c'est assez simple à mettre en place. Et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir les tarifs négociés. C'est-à-dire Boxtel joue sur
le nombre de clients qu'ils ont et le nombre de ventes qu'ils arrivent à générer via leur interface. Et du coup, vous arrivez à avoir des prix qui sont vraiment très, très intéressants. Vous n'arriverez jamais à négocier, vous, en direct, avec les différents transporteurs. C'est ça, c'est que là, j'ai eu le cas d'un client où effectivement, il voulait DHL, Colissimo, Mondial Relais, enfin, je crois que j'en avais 4. Et du coup, 4 installs de modules, 4 contrats un peu partout. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un peu une usine à gaz à paramétrer. Et même pour le client, en fait, il était perdu. Tout à fait. Et puis surtout, ça permet d'avoir un seul process, c'est-à-dire une vente est faite, je vais sur le site de Boxtel, toutes les ventes remontent, je choisis le transporteur avec lequel je vais envoyer mon colis, je génère mon étiquette, j'ai le suivi du client pour le suivi du colis pour le client, c'est génial. Vraiment, c'est un module. Moi, ça m'a. Voilà, au tout début, je pense j'ai perdu tous mes cheveux à installer tous les modules transporteurs au tout début, puis Boxtel est arrivé. Et maintenant, je limite la perte des cheveux grâce à Boxtel. Et du coup, j'ai une question peut-être bête, mais on imagine mon client, il prend un contrat chez Boxtel et il y a ça me donne en échange un module WordPress Boxtel que j'installe et que c'est dedans où je dis je vais activer tel ou tel mode Alors, d'expédition. sur WooCommerce, je ne l'ai jamais testé. Je l'ai utilisé que sur PrestaShop. Mais en fait, de mémoire, c'est un connecteur. Le module a pas mal évolué. C'est un connecteur. C'est-à-dire qu'il permet de remonter toutes les ventes qui sont faites sur donc, du WooCommerce sur leur interface Boxtel. Donc, le client crée son compte Boxtel. On installe le connecteur. Le connecteur, on le plug à Boxtel. Et après, tout remonte sur Boxtel et tout se gère sur Boxtel. À l'époque, tout se gérait sur PrestaShop en lui-même. Ils ont eu des problèmes. Et du coup, le module s'est transformé simplement en connecteur. Plus rien D'accord. n'était fait. Nicolas, il y a Thomas qui pose une question. Est-ce qu'ils prennent des coms Boxtel? Comment ils se Alors, gardent? Boxtel se rémunère quand vous démarrez à travailler avec eux. Eux, vous allez payer le prix normal des expéditions, comme si vous étiez en direct avec Mondial Relais ou autre, en fait. Et eux, en fait, ils ont des tarifs négociés. Et eux, ils ont du coup là, ils vont prendre la marge entre le tarif qu'eux ont négocié et le tarif que vous payez au prix normal. Et plus vous allez faire du volume, et plus ils vont réduire leur marge à eux pour vous donner une partie de la remise qu'eux ont obtenue. Donc, même si vous avez les mêmes tarifs que chez le transporteur en direct, le gros avantage, c'est que vous avez un outil qui permet de gérer les étiquettes et de suivre les colis surtout. Et de tout centraliser et de pouvoir accéder à une vingtaine de transporteurs, parce que vous pouvez tous les cocher. Demain, Mondial Relais, il est fermé, vous cochez colis relais et c'est fini, ça passe sur le colis relais, vous n'avez rien à installer d'autre, etc. C'est vraiment très simple à paramétrer. Ok, merci. Bonsoir, j'ai une question. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, Nice. Super. Du coup, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de vitesse de chargement. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des préconisations pour améliorer la vitesse de chargement sur WordPress, si vous avez, par exemple, des extensions à installer. Et moi, par exemple, je travaille beaucoup sur Divi. Et même sans avoir installé d'extension et d'avoir personnalisé une page, je trouve que le site est lent. Et donc, comment faire pour améliorer les chargements? Nico, je peux commencer à répondre. Puis après, Vas-y, commence, je t'en prie. donc oui, Olivier, bien sûr, WP Rocket, pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire, le choix du thème déjà de base est voilà, Divi, c'est connu pour être quand même pas très très performant. C'est pas super agile de base. Voilà. Si de base vous commencez avec Divi, vous savez que ça va être compliqué. Surtout si vous commencez à adjoindre là-dessus un WooCommerce. On sait tous que WooCommerce en termes de requêtes, en termes de lourdeur, c'est assez violent également. Et là, je ne parle pas que du back-office. Et surtout, si vous avez un e-commerce qui commence à cartonner, quand vous gérez des centaines et des centaines et des centaines de commandes, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ça remplit la base. Vous commencez à rajouter des extensions à WooCommerce. Bon, forcément, c'est des surcouches que vous allez mettre. Donc, la première des choses que tu devrais faire, toi, mais ça, c'est un boulot global à tous les WordPress, c'est tes images qui doivent être au carré, c'est-à-dire hyper compressées, sans perte de qualité, d'accord, à des tailles correctes, donc pas la peine de mettre du 6000 pixels. Quand vous mettez une photo de produit, ne mettez pas un 6000 pixels de large, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Sauf si vous vendez de la microgravure ou des choses comme ça. Donc déjà de base, retravaillez toutes vos images. C'est pas comme s'il n'existait pas des solutions aujourd'hui automatisées. Hein. Je vais vous dire, vous avez Imagify, vous en avez des dizaines de plugins qui font ça maintenant, et vous en avez des gratuits aussi. Ensuite, bien sûr, un bon plugin de cache, c'est une évidence. Ça doit être parfaitement configuré. Alors, parmi les plugins de cache,
c'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire d'aller tout le temps vers le payant. En tout cas, chez WP Formation, nous, on préfère conseiller ce qu'on a aimé, ce qui marche, qui donne des résultats, plutôt que tout le temps penser que le plus cher est le mieux. Mais bien sûr, WP Rocket marche très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'est-ce que vous avez? Alors, pour une alternative à Rocket, un plugin de cache gratuit, celui que vous voulez, parmi les 3 plus connus, et vous rajoutez un truc comme Auto Optimize par-dessus, qui va vous donner de très bonnes performances, qui va vous permettre d'avoir un défaire des JavaScript, vous allez avoir la possibilité d'optimiser votre CSS. Voilà des choses qui peuvent être très simples et qui peuvent limiter, entre guillemets, l'impact. Après, pour Divi, je n'ai rien contre Divi en particulier, mais si j'ai un projet où le client me dit j'ai besoin de vitesse, c'est clair que je ne bosse pas avec Divi. Ouais, je confirme. Divi, en termes de perf, c'est un thème qui est bien à tout faire, mais en termes de perf, quand on parle du thème, parce qu'il y a Divi le thème et Divi Builder, le builder aussi. Hein. Oui. Divi, clairement, c'est pas… Voilà. Moi, j'ai migré pas mal de sites qui étaient sur Divi, qui avaient des gros problèmes de perf. Pour y aller en complément par rapport à ce qu'a dit Fabrice, pour moi, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a, au niveau de la structure, hein, vous avez déjà donc l'hébergement. L'hébergement est très important. Si vous avez déjà un hébergement discount, clairement, ça va poser problème. Et le gros souci, c'est que souvent, les personnes, quand elles lancent un projet, elles vont un petit peu radiner sur l'hébergement. C'est une grosse erreur. Hein. Google tient de plus en plus compte des performances. Et on a une mise à jour qui arrive, qui s'appelle Page Experience, qui arrive dans un mois et qui est très importante, où là, les sites doivent être rapides. Ça, c'est clair. Donc déjà, n'essayez pas de gratter quelques dizaines d'euros par an sur un hébergement. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super hébergeur en France qui s'appelle WP Server, qui fonctionne très bien et qui est ce que vous pouvez offrir de mieux à votre site WordPress si vous voulez qu'il soit rapide. Après, on est sur le CMS WordPress, hein, on va utiliser WordPress, donc là, il n'y a pas grand-chose à optimiser dessus, c'est un CMS que tout le monde utilise. Après, c'est le thème qui va également beaucoup jouer sur la rapidité du site, parce que le thème, on prend par exemple Avada, j'ai fait un comparatif il n'y a pas très longtemps, justement, pour un webinaire SEMrush, où je prenais le thème que j'ai fait moi, SEOMA, qui est vraiment optimisé en performance, et j'ai pris Avada à côté pour comparer, et clairement, quand on vient comparer les perfs, ça n'a rien à voir parce qu'on est sur un thème qui est un peu prêt à tout faire et on peut faire énormément de choses avec. Il y a plein de choses qui viennent se charger qui ne sont pas forcément utiles. Et on a des thèmes qui sont plus minimalistes et qui vont seulement offrir ce dont vous avez besoin et limiter tout ce qui est un petit peu comment dire, qui serait là en plus et qui ne serait pas forcément indispensable au fonctionnement du site. Donc, le thème, l'hébergement et après un plugin de cache. Effectivement, WP Rocket est souvent cité parce qu'il est très connu, mais on peut aussi optimiser son site avec des plugins qui sont aussi gratuits et qui peuvent faire aussi le job. Et après, c'est tout ce que vous allez intégrer sur le site en lui-même, hein, les images, les contenus, etc. Et par rapport à ce qui a été dit aussi tout à l'heure, juste au-dessus, là, par rapport à Elementor, est-ce que Elementor est mieux que Divi? Alors, clairement, dès que vous allez utiliser un builder de page, vous vous tirez une balle dans le pied, clairement. Les builders de page vont rajouter du contenu, des shortcodes qui sont présents, hein, sont des shortcodes ou simplement du code HTML, présent entre votre CMS, entre WordPress, entre le thème et vos contenus. C'est-à-dire, c'est de la mise en forme entre le thème et vos contenus. Donc, c'est un petit peu polluer le code que l'on fournit à Google. Plus on va épurer le code qui va entourer vos contenus, et mieux ce sera pour Google. Donc, clairement, les shortcodes, oui, des builders, ce n'est pas forcément bon, mais je suis d'accord qu'on a quand même besoin d'utiliser les builders. On fait une belle page, une landing page, on fait une page d'accueil, on peut avoir besoin d'utiliser un builder, mais on va éviter de mettre du builder sur toutes ces pages. On va essayer d'utiliser ce qui est natif au thème et avoir un code le plus propre possible au niveau du thème et ne pas avoir des shortcodes qui sont rajoutés. Après, au niveau des builders, j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec l'agence Woodonit, avec JB Audras, et justement, on en discutait. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, le builder qui est le plus propre, qui va le moins polluer
vos contenus, c'est Gutenberg. Hein. Aujourd'hui, Ouais. c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser. Elementor et sera un petit peu plus lourd, mais reste quand même parmi les moins dégueulasses, on va dire. Et après, vous avez Divi qui est derrière et surtout le Visual Composer qui est bien crado. Et Fabrice avait Alors, fait attends. une conférence là-dessus. Oui, c'est vrai, mais je voudrais juste quand même rajouter un truc. On passe vite. Je vous rappelle quand même que dans constructeur de page, il y a page. D'accord? Il n'y a pas constructeur de produits, il n'y a pas constructeur d'articles. C'est des constructeurs de pages. Si vous l'utilisez avec parcimonie, ça va certes nuire clairement d'une manière globale, mais on parle d'une nuisance de l'ordre de 5 à 10 points pour cent. Si derrière vous êtes crado sur vos poids d'image, si vous utilisez un mauvais thème qui n'est pas optimisé, qui n'est pas bien codé, forcément, le constructeur de page, ça ne va pas être lui le seul responsable. Je noterai en plus, enfin, je rajouterai également à ce qu'a dit Nico, qui est très juste, il y a effectivement parmi les propres, vous avez Elementor et vous avez Beaver Builder, que beaucoup considèrent comme supérieur à Elementor en termes de performance. Maintenant, pour revenir à ce qu'il a dit, et je suis entièrement d'accord, aujourd'hui en formation, j'enseigne aux gens à utiliser Gutenberg et on obtient des rendus qui sont absolument magnifiques. C'est-à-dire que moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais j'avoue et je dois avouer que c'est natif aujourd'hui. Gutenberg, c'est dans le corps et donc c'est ce qu'il y a de plus performant. Voilà. Donc, pensez, ça vous coûtera déjà moins cher. Et deuxièmement, c'est ce qui se fait de plus rapide. Donc, un très bon thème, utilisez Gutenberg en priorité, un bon hébergeur, un bon plugin de cache et ça roule. Voilà, franchement, le Divi pour moi maintenant est passé. Il y a une grande mode en ce moment, je ne sais pas pourquoi, là, tout le monde veut faire du Elementor, mais Elementor, clairement, je fais aussi bien qu'Elementor avec du Divi, avec du Gutenberg. Je n'ai pas besoin d'Elementor pour des mises en forme complexes. Avec Gutenberg, aujourd'hui, vous êtes capable de quasiment tout faire, vraiment tout. Donc, Et en évidemment, plus, ils ont vachement évolué, Gutenberg. Enfin, entre le début de la exactement. première version et maintenant, enfin, nous, je sais qu'on a des intégrateurs front dessus. Ils s'éclatent dessus. On est en train d'essayer Divi. C'est la galère, quoi. Parce qu'ils ajoutent plein de choses. On n'a pas la maîtrise sur tout ce qu'on veut. Enfin, ça nous met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose, en fait. Alors, et pour répondre à Alexis qui pose, en termes de fonctionnalité, est-ce que Gutenberg équivaut à un Elementor? J'ai envie de te dire que Gutenberg en natif te permet déjà de faire des choses qui sont magnifiques. Et si tu veux augmenter les possibilités que t'offre Gutenberg par défaut, tu vas commencer à ajouter des trucs de type UAG, Ultimate Add-on pour Gutenberg, par exemple, qui va te permettre de faire des filtres sur tes articles, qui va te permettre d'avoir des blocs prêts à l'emploi avec un design extrêmement soigné. J'ai fait des tests sur un thème qui s'appelle Neve, par exemple. Neve qui arrive avec des modules qui sont compatibles Gutenberg par défaut. Je peux vous garantir qu'en termes de rendu visuel, c'est absolument magique. Vous avez à l'emploi que vous pouvez ensuite customiser. Et tout ça pour un temps de chargement en mobile et en desktop où j'étais sur du 100 sur 100. D'accord? Le seul fois où j'ai obtenu ça, c'était avec le truc de Nico. Voilà, avec le thème de Nico. C'est Omag. Donc, qui est non seulement meilleur d'un point de vue de SEO, mais qui est également très léger et qui, en termes de performance, ne va pas vous planter quand vous allez bosser. Donc, donnez sa chance, j'ai envie de dire donner sa chance au produit, donnez sa chance à Gutenberg. Amusez-vous juste sur un projet, juste pour voir si ce n'est pas trop chronophage pour vous. Mais clairement, de tout ce que j'ai testé, les constructeurs de pages, franchement, j'en reviens. J'en reviens même beaucoup. Et typiquement, si admettons, je pars sur le thème Hello là, que vend aussi, que promouvoit aussi Elementor. Ouais. Hello avec du Elementor par-dessus, en termes de perf, parce que Hello, il est très rudimentaire en fait finalement. Ah ouais, il n'y a rien dessus. Rudimentaire, et ça c'est positif. Voilà. Donc tu vas pas te pénaliser du point de vue du thème, tu vas te pénaliser du point de vue du constructeur de page. Parce que qu'est-ce que tu vas chercher chez Elementor que tu ne trouverais pas chez Gutenberg? Ceci est une question. Et je n'ai pas de réponse. Je suis allé vers Elementor parce que je trouvais qu'il était fun, mais c'est tout. Je t'avoue que je n'ai pas forcément super. En fait, pour moi, Gutenberg, j'avais une image de Gutenberg qui était très négative, mais de ce que tu es en train de dire, ce n'est pas le cas en fait. Donc, je vais peut-être creuser un petit peu plus. Mais surtout que Gutenberg évolue énormément. C'est-à-dire, effectivement, Gutenberg, il est jeune. Et il est natif à WordPress. Donc, Gutenberg, c'est le futur de WordPress. Alors, effectivement, moi aussi, j'ai
Pour certains projets où j'étais un petit peu plus limité avec Gutenberg il y a quelques temps, mais finalement, je préférais passer par Elementor parce qu'Elementor, je le maîtrise bien et en quelques clics, j'obtenais ce que je voulais. Mais effectivement, ouais, si on peut, il vaut mieux passer par Gutenberg déjà pour les perfs et puis également pour le futur, c'est natif à WordPress. Donc, autant rester sur le builder natif de WordPress. Et puis, je peux vous dire, à titre d'exemple, puisque je donne des formations en réel, en présentiel avec des gens, des vrais gens, j'ai parfois des gens qui ont déjà bossé sur des projets WordPress, donc qui me sont envoyés par des agences, ou c'est des gens qui tout seuls ont essayé, donc ils ont écouté ou ils ont lu à droite à gauche qu'il fallait absolument utiliser Elementor. Et je leur annonce la couleur dès qu'on rentre en formation. Ici, je vais vous apprendre à utiliser vraiment WordPress. Donc, on fait des sites, tests, notamment on s'amuse à créer un site d'esthéticienne, par exemple. Et on fait des mises en page complexes, notamment la page d'accueil, avec Gutenberg en natif. Je peux vous garantir qu'on obtient des résultats qui sont somptueux, avec des vidéos en arrière-plan si on a envie. Vous avez la possibilité, c'est l'équivalent des divs. On a des divs, on peut mettre un arrière-plan animé sur la div. Quand ils ont besoin de trucs un peu plus olé olé ou encore plus chiadés, on va chercher un ou deux plugins qui vont augmenter les capacités des blocs sur Gutenberg à la carte. Et après, je décharge quand j'en ai pas besoin. Donc, si j'ai un projet qui doit être juste carré, propre, sur lequel je veux faire des mises en page, un coup à droite, un coup à gauche, je veux mettre 3 colonnes à la une, par exemple, tout ça, Gutenberg en natif le fait. Je n'ai pas besoin d'un Elementor pour ça. Non seulement votre client vous remerciera du point de vue du coût du site et des licences et des éventuels problèmes de mise à jour, alors que vous savez qu'avec Gutenberg, vous serez tout le temps à jour. Vous n'aurez aucun problème. Donc, dès qu'il y aura une mise à jour de WordPress, aucun problème d'incompatibilité. Votre thème, tous les thèmes modernes aujourd'hui sont 100% compliants avec notre ami Gutenberg. Donc, j'étais comme toi, pas un grand fan de Gutenberg, surtout quand on nous l'a imposé. Franchement, je n'aimais pas du tout. Sachant qu'en plus, moi, je n'utilise pas les constructeurs de pages pour mon site. Je l'ai fait moi. Je n'ai pas besoin d'un constructeur de pages pour ça, en tout cas, pour mon monosite. Maintenant, pour avoir testé Gutenberg en formation, avoir vu son évolution et le pratiquer quand on fait des tests avec les stagiaires, clairement, non seulement en termes de vitesse, mais en termes de rendu visuel aujourd'hui, c'est clairement au-dessus des constructeurs de pages. Ok. D'accord, merci pour ces réponses. Avec plaisir. Ouais, il est juste plus long à prendre en main, c'est tout. Il faut juste prendre plus de temps pour le prendre en main, simplement. Je suis convaincu, du coup, je vais y passer du temps et essayer de passer à Gutenberg. Et n'hésite pas à nous biper sur Twitter ou sur Facebook, c'est avec grand plaisir. Ça marche, c'est noté. Merci. Nico, je te laisse reprendre la main. Oui, mais écoute, on va attendre la prochaine question. Mais sinon, juste pour savoir, qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme thème et comme builder, pour avoir un petit peu un aperçu. Tout à l'heure, on a parlé d'Avada, on a parlé de Hello. Est-ce qu'il y a des thèmes phares que vous aimez bien utiliser? Moi, j'ai utilisé le thème de WooCommerce de base. Je crois que c'est Storefront. Storefront, ouais, tout à fait, ouais. J'ai acheté un thème bon, mais j'attends de savoir qui c'est qui va me donner le meilleur thème là-dedans. Valérie Divi, Flatsom, Astra Divi, Flatsom également, Hello pour Elementor. Après, c'est vrai que Divi est énormément utilisé. Divi, ils ont une bonne notoriété. Ils sont très connus, donc ils vivent de ça, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le thème qui sera le plus performant et qui plaira le plus à Google. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de vous dire pour les thèmes les plus rapides, d'accord, GeneratePress, Neve, COMag donc de Nico. Voilà 3 thèmes que j'ai testés qui donnent les meilleurs scorings sur Google PageSpeed. D'accord. Je vais juste répondre à Alexis qui nous a dit, moi j'ai testé, c'est toi Alexis qui m'a dit, j'ai testé, tu nous as donné l'URL d'un site, je crois, que tu as monté avec quoi tu l'as monté? Tu m'as dit que tu l'as monté avec Hello et Elementor. Je suis juste allé checker sur Google PageSpeed, les notes sont catastrophiques, quoi. C'est catastrophique du point de vue des notes. C'est-à-dire que là, clairement, en mobile, tu as une note de 13 sur 100. Et sur ordinateur, en desktop, tu es à 53 sur 100. C'est quand même super violent, quoi. Après, c'est souvent les builders de page. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir. En fait, ils ont pris mon thème. Ils n'utilisent pas un builder de page. Ils ont des performances au top du top. Et puis, ils vont faire une grosse page bien lourde. Et là, ils vont retester. Et là, la note, elle s'écoule complètement, en fait.
Parce qu'un Ouais. builder de page, ça va exécuter énormément de requêtes, ça va charger énormément de choses. Et clairement, c'est pas ce que vous pouvez Déjà, retrouver dans votre site. déjà, vous utilisez, enfin, dès qu'on utilise WooCommerce, vous savez tous à quel point c'est violent, quoi, WooCommerce. Donc, si on n'est pas, ça prend déjà, quoi. Ça va prendre de la ressource. Donc, déjà, si votre home, elle n'est pas chiadée, et si vous n'avez pas mis en place tout ce qu'il faut, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, et en plus, c'est tout à fait jouable. Sur WFormation, j'utilise pas moins de 40 ou 50 plugins. 40 ou 50 plugins. Donc, ça peut être de la newsletter en passant par les formulaires d'inscription, enfin, peu importe. J'ai à peu près tout là-dessus. Je tourne avec Gravity Form pour ce qui est des formulaires. Je vous laisse, hop, je vous mets le lien et je vous laisse checker le scoring. Voilà. Oui, je confirme. Lighthouse, c'est fiable, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc vous avez maintenant les Web Vitals qui vont sortir au mois de mai, donc le mois prochain. C'est pas considéré, enfin, c'est censé ne pas être, ça ne doit pas être un avantage. C'est pas parce que vous avez du 100 sur 100 que vous aurez un avantage, mais Google a dit dans sa communication habituelle, en gros, on ne pénalisera pas ceux qui ont des mauvaises notes. En revanche, on va récompenser ceux qui ont des bonnes notes. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Pensez-y, ça commence à devenir important. Voilà. Alors, moi, j'ai... Pardon. Laetitia, on t'écoute. Vas-y. Je suis désolée, j'ai plein de questions. Moi, est-ce qu'on peut mettre un multisite avec du WooCommerce? Oui, tu peux. C'est une vraie galère. Et quel est l'intérêt? Alors, on imagine, par exemple, j'ai un client qui a 3 sites, par exemple, avec la même maquette, mais du coup, derrière, c'est 3 WooCommerce. Et je me disais que pour pouvoir mettre à jour, c'est plus simple d'être en multisite, vu que c'est exactement le même thème, les mêmes modules, etc., que de refaire 3 fois la même manipulation, par exemple. Alors, Et c'est peut-être pas une bonne manipulation. non, c'est un choix. Moi, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y a des hébergements qui vont te proposer ou qui vont te permettre de mettre à jour tout d'un coup en un seul visuel. Ça, c'est assez simple aujourd'hui. Et l'inconvénient du multisite comme ça, c'est que tu vas avoir une entité complète qui va être extrêmement lourde. Si tout ça, c'est sur un hébergement mutu, par exemple, tu peux avoir des perfs qui peuvent être dégradés parce que tu n'auras pas toute la puissance nécessaire pour faire tourner trois fois un e-commerce au sein d'une même instance. Donc, le multisite entre guillemets, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée, tant du point de vue des sauvegardes à planifier derrière. Si demain, tu as une problématique sur le multi, eh ben, les 3 sont plantés. Je dirais que pour moi, un e-commerce, un business, c'est un site, un e-commerce. Voilà. D'accord. Je ne tente pas le multisite là-dessus. Il y aura trop de paramètres qui peuvent poser des soucis. Okay. Après, à titre personnel, je n'ai jamais vu de montage comme ça. Voilà. D'accord, ok. Et pour moi, le multisite, alors je ne l'ai jamais mis en place sur WooCommerce, mais je l'ai mis en place sur pas mal de PrestaShop. Et c'est vrai que c'est toujours problématique. Il y a toujours des dommages collatéraux, clairement. Ça ne fonctionne jamais bien. Puis des fois, on pense faire une action sur un site, on le fait sur plusieurs sites, etc. Puis il y a toujours aussi, si un jour je veux séparer 2 sites, et j'ai des clients qui avaient 2 sites, mais qui étaient gérés par un seul back-office, puis un jour, ils veulent se séparer d'un site, on ne peut pas dire, allez, j'en vends un, ou j'en garde un, ou j'en stoppe un. C'est un peu plus compliqué à gérer, c'est beaucoup plus lourd à gérer. Donc, effectivement, c'est mieux d'avoir un WooCommerce, c'est égal à une boutique de vente. Ouais. Ok. Et par contre, le multisite, après, on imagine, c'est plus des sites de blog, par exemple. Alors, il n'y a pas de boutique derrière, mais il y a, je ne sais pas, 3 blogs différents pour 3 thèmes, 3 sites différents avec le même thème. Là, par contre, il y a un intérêt d'utiliser multisite. Enfin, quand est-ce que vous utiliseriez plutôt, c'est ça ma question, quand est-ce que vous utiliseriez un multisite? Écoute, moi, j'ai bossé sur un projet où c'était un projet, entre guillemets, religieux, où tu avais pas mal de paroisses qui faisaient appel à un même prestataire. Le prestataire, lui, gérait les paroisses grâce à un multisite WordPress. D'accord. Donc, en fait, il maquettait tout de manière à pouvoir, entre guillemets, après changer 3 couleurs de titre et le texte. D'accord. Mais pour répondre clairement à ta question, c'était des trucs qui faisaient 5 pages. C'était, voilà, en termes de performance, ça ne demandait rien, quoi, tu vois, en termes de ressources. La cliente, donc le prestataire de service, qui est une grosse agence web, est devenu client chez WP Server.
Et elle a regretté ce choix de multisite, puisque quand elle a vu les outils modernes en hébergement, la possibilité de cloner un site existant en tant que nouveau site, la possibilité d'avoir une interface de dev à côté, des sauvegardes qui se font site par site et non pas sur la totalité de ton multisite, elle a regretté son choix de multisite, et maintenant c'est compliqué pour elle de séparer les entités. C'est extrêmement difficile en fait de les sortir parce qu'un multisite c'est quand même assez lourd et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu ne maîtrises pas les bases de données, par exemple, tu auras du mal à t'en sortir. Ouais, donc en fait, effectivement, l'utilisation d'un multisite, c'est pratiquement comment dire, on l'utilise très peu, quoi. Ça se fait dans des cas de figure vraiment très particuliers. Imaginons que tu aies un serveur dédié, que ce soit toi qui gères ça. Ouais. Tu peux te permettre de partir en multisite. Voilà, sur un projet donné. Maintenant, si c'est pour faire un multisite avec 3 sites à l'intérieur du multisite, j'en vois pas trop l'intérêt, quoi. Ouais, Aujourd'hui, on a des solutions. Vous avez ManageWP qui vous permet, en un coup d'œil, de centraliser la gestion de tous vos WordPress. Donc, vous avez toutes les mises à jour à faire, la possibilité de sauvegarder avant, la possibilité d'être informé quand il y a des chutes de trafic. Aujourd'hui, pour moi, le multisite, ça appartient un petit peu au passé, quoi. D'accord, ok. Non, mais c'est bien d'avoir ce retour-là. Effectivement, nous, on utilise MainWP. Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, très bien. Très bien. Et ça permet du coup de gérer. En fait, on a notre problème, pardon, c'est qu'on avait beaucoup de sites et il fallait aller dans chaque admin pour voir la version du WordPress, les mises à jour des extensions. Et du coup, MainWP nous permet dans un seul tableau de bord d'avoir tout. Donc en fait, ce serait de créer par exemple un groupe pour mon client où à la base je voulais faire un multisite et en fait je fais chaque site séparé, mais j'arrive à voir et à appliquer en masse mes mises à jour en fait. Tu as un tableau de bord en fait, qui va te permettre de voir en un coup d'œil en fait, toutes les mises à jour que tu dois déployer. Ouais, Voilà. je comprends. Donc, ça, après, bien évidemment, à toi de prendre les précautions qui s'imposent, c'est-à-dire prévoir des sauvegardes avant toute mise à jour. Ouais, mais ça c'est. Voilà. Donc, bah oui, mais tu sais, je parle de toi, mais moi je vois des cas où les gens te disent oui, il n'y a pas de souci, puis ils vont te faire des mises à jour en direct. Voilà, donc page blanche, le e-commerce, il est down pendant 2-3 heures, le temps qu'ils retrouvent la sauvegarde, qu'ils remettent, etc. Toutes les commandes en parallèle sont perdues. Donc, on a toujours besoin d'avoir les mises à jour qui vont bien et perdre le moins de temps et de commandes possible. Ok. Du coup, moi, j'ai une question sur les sauvegardes. Comment vous les faites? À quelle fréquence? Quel plugin? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Ça dépend un peu du business que tu fais. Ouais, ça va dépendre de ton business. Si c'est un site informatif, si on reste dans la thématique de WooCommerce, d'accord, tu devrais te baser sur en fait ton volume de commandes. Si tu as une commande par jour, une sauvegarde par jour devrait suffire. D'accord. Maintenant, si tu tournes à 100 commandes par jour, bah là, la problématique n'est plus la même en fait. On est d'accord. C'est-à-dire que demain, tu crashes pour une bêtise, ou je sais pas, tu te fais hacker par exemple. Bah, ça serait sympa d'avoir des sauvegardes de la base de données, par exemple, que la base de données toutes les heures. Tu limites le risque. C'est-à-dire que si je fais un ratio sur 24 heures, je divise 100 par 24 et donc je n'aurai qu'une perte d'1 heure. Tu vois, c'est moins grave qu'une journée complète où j'aurai 100 commandes de foutues en l'air, que je ne pourrais pas honorer du coup, puisque j'aurais tout perdu. Donc, tout va dépendre de ton business. Plus ton business est florissant, plus tu as besoin de sauvegarder de manière plus régulière. Donc, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent d'avoir des hébergements spécialisés ou des solutions que tu vas toi-même mettre en place avec des services de type VoltPress ou BlockVolt qui vont te permettre de choisir un niveau de fréquence de sauvegarde plus élevé. Bien évidemment, tu te doutes bien que plus tu en demandes et plus c'est cher. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Oui, je t'en prie, avec plaisir. Après, au niveau des sauvegardes, il y a les sauvegardes de l'hébergeur. Donc déjà, l'hébergeur peut faire ou pas des sauvegardes. Donc attention à ça. On a vu le cas avec OVH qui proposait des services supplémentaires pour générer des backups et les gens se reposaient là-dessus et les backups n'ont pas pu être récupérés. Donc ils ont perdu leur site et également les backups.
Donc, attention à ça. Moi, personnellement, j'utilise un plugin qui s'appelle Updraft Plus, qui permet de générer des backups automatiques et je vais les envoyer sur un FTP distant. C'est-à-dire, je ne les mets pas, je ne fais pas mes backups sur mon serveur. Donc, je joue avec les backups de l'hébergement. Par exemple, chez WP Server, j'ai des backups qui sont assez réguliers. Il y a aussi des backups, ils espacent les backups pour laisser des backups qui soient très loin en cas de hack, parce que des fois, on pense qu'on s'est fait hacker le site, on pense que c'est récent, mais en fait, le hack est arrivé il y a très longtemps, mais il était en sommeil. Donc, c'est bien d'aller chercher des backups qui peuvent être très loin aussi. Donc, ayez au moins 1 an de backup derrière vous. Vous avez ceux de l'hébergeur, mais après, vous pouvez vous aussi en faire. Et moi, je suis ceinture et bretelle, je joue avec ceux de l'hébergeur et avec les miens. Et les miens, je les automatise avec l'extension Updraft Plus, où je vais faire un backup FTP tous les mois. Donc, je crois que tous les premiers du mois, je fais tous mes backups FTP. Donc, j'ai tous mes fichiers qui sont sauvegardés. Et tous les jours, je vais faire un backup de la base de données sur des sites des sites de type blog ou des petits e-commerce. Voilà, je fais un backup de la SQL en plus de ce que fait l'hébergeur et je l'envoie sur un serveur distant. Je ne le garde pas sur mon serveur à moi. Je le mets ailleurs au cas où, justement, s'il y a un problème, de façon à pouvoir le récupérer. Je rajouterai aussi, puisque toi, tu es chez WP Server, du coup, ça t'intéresse, la tragédie OVH, parce que c'est clairement une tragédie. Hein. Ce n'est pas assez dit aujourd'hui, mais moi, je peux vous garantir qu'il y a des centaines il y a des milliers de sites aujourd'hui où toute sauvegarde a été perdue. Hein. Donc, il n'y a plus rien. Les gens redémarrent de zéro. Pour être clair, ce qui s'est passé, c'est que les sauvegardes étaient au même endroit. Donc, le data center crame, tout est perdu. On est d'accord. L'idée, si vous voulez, c'est que chez WP Server, de base, on sauvegarde, on fait les sauvegardes habituelles, et en plus, on a une sauvegarde des sauvegardes. Et cette sauvegarde des sauvegardes, elle est sur un data center différent. Donc, différent, ça veut pas dire… Loin du premier, au cas où. Ça veut pas dire… Ouais, c'est ça. En fait, ça ne veut pas dire dans la salle à côté. Et pour être tout à fait transparent avec vous, on a la sauvegarde, les serveurs classiques, elle se fait chez Online, et la sauvegarde des sauvegardes se fait chez Magic. Donc, c'est 2 services totalement différents. Et géographiquement, il y en a un qui est à Paris, l'autre est à Courbevoie. Donc, voilà, il faudrait vraiment que la région parisienne soit bombardée pour qu'il perde des sauvegardes. Quant à l'idée d'Updraft Plus, c'est génial parce qu'effectivement, ça vous permet d'automatiser les tâches. Le truc le plus important, à mon sens, c'est la base de données que vous pouvez sauvegarder. C'est plus léger déjà que tout le site avec les uploads et consorts. Donc, c'est surtout sur la base de données où j'insisterai. Et surtout, si vous faites du e-commerce, c'est primordial. Votre base de données, elle est primordiale. Il y a toutes les commandes qui sont dedans. Donc, c'est elle qu'il faut sauvegarder en priorité. Et là, pour le coup, comme elle est c'est moins lourd que vos uploads d'images, vous pouvez vous permettre d'augmenter la fréquence de sauvegarde de cette base de données. Moi, j'ai une question par rapport à l'hébergement, on en a parlé un peu tout à l'heure. Je suis un peu une victime de OVH, du coup. J'en ai fait un peu les frais. Et je voulais savoir s'il était possible, du coup, de transférer l'hébergement actuel d'un site, donc un site qui était chez OVH, vers un autre serveur, sans pour autant perdre le domaine associé, qui est aussi chez le même prestataire. Du coup. Alors, l'hébergeur… Normalement, tu ne perds pas. Non, tu ne perds pas. Si tu veux dire que tu as acheté un nom de domaine et un hébergement en même temps, c'est ça ton opération. Ça. Bon, rien ne t'empêche, tu as la main sur les DNS, sur les zones DNS de ton hébergement, de ton domaine. Ouais. Bien. Eh ben, la réponse, comme il dirait l'autre, la question est vite répondue. Mais pour transférer le site, du coup, au niveau de l'hébergement, parce que WordPress est sur l'hébergement, en fait, je fais une copie et je colle le répertoire WordPress dans le nouveau répertoire de l'autre hébergeur. C'est plus simple. Tu vas chez un autre hébergeur, d'accord ? Tu crées un WordPress, ok ? Tu installes un plugin qui s'appelle Duplicator. Ouais, c'est ce que j'allais vous mettre dans le chat, je vous le mets. Voilà, mets-leur. Vous avez un tuto complet sur WP Formation sur l'utilisation de Duplicator. Donc, dans la barre de recherche, tu tapes Duplicator. Là, tu mets ce qu'on appelle le plugin. Tu en mets un de chaque côté, sur l'ancien site à déménager et sur le nouveau. Et par paquet, il va tout transférer. Et c'est totalement sécurisé. Ah, bah super, ok. Je ne connaissais pas. Ouais, et c'est un outil qui est totalement c'est 100% gratuit. Hein. Donc, il est freemium. Mais je crois même qu'il est juste gratuit. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une version. Non, il est gratuit. Après, je crois qu'il est payant pour des gros sites avec des plus gros volumes. Mais
par défaut, il est gratuit. Moi, j'utilise tout le temps. Moi, j'ai migré beaucoup de sites. Hein. Justement, en fait, moi, j'ai aussi été victime d'OVH. Et le pire, c'est que j'avais un hébergement à disposition chez WP Server qui était en place depuis un mois et j'avais pas eu le temps de migrer mes sites dessus. Et puis, OVH est arrivé. Boum, j'ai perdu mes sites, dont mon site WP Rank. J'ai pas mal de mon site Cranico. Tous mes sites importants sont tombés. Donc, heureusement, j'avais des backups. J'avais des backups de tout parce que je ne pouvais pas les récupérer chez OVH. Donc, j'ai pu restaurer tous mes sites. Et après, bon, je les ai migrés chez WP Server. Donc, j'ai pris Duplicator. J'ai fait une copie de mon site. Je l'ai mis chez WP Server. Une fois que ça a été fait, je suis allé sur le nom de domaine, je l'ai laissé chez OVH. Je suis allé changer le champ HAL dans l'adresse IP. J'ai mis l'adresse IP du serveur de chez WP Server et ça m'a automatiquement redirigé. Et il y a peu de temps, j'avais aussi des sites chez OVH. Ils avaient une offre à l'époque qui s'appelait VPS Cloud. On avait un serveur VPS et c'est une catastrophe. J'étais tout emmerdé avec ce serveur-là. J'avais 30 sites et les 30 sites, je les ai migrés pareil, un par un. Donc là, c'était des tout petits sites de réseau. Donc là, je les ai mis chez O2Switch, qui est un hébergeur plus discount pour des sites pas chers et qui ont peu d'objectifs de performance. Donc j'avais 30 sites à héberger. Donc j'ai mis chez eux et j'ai redirigé les sites un par un. Pareil, j'ai à chaque fois migré mon site, redirigé les DNS et j'ai migré mes sites un par un d'un hébergeur à un autre. Donc, c'est long, ça prend un peu de temps, mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Et il n'y a pas d'impact en termes de SEO parce qu'il n'y a pas de rupture entre les deux. À partir du moment où on garde la même structure de site, les mêmes URL et qu'on ne vient pas changer, que c'est simplement un changement d'hébergeur, il n'y a aucun problème. Et quand on passe sur un hébergeur qui est beaucoup plus rapide, comme WP Server, on va gagner automatiquement en performance. Et donc là, on va automatiquement améliorer son SEO. Ouais, puis je dirais aussi, alors, O2Switch, très bien hein, pour des sites standards, enfin lambda. Après, si vous avez effectivement besoin de perf, de vitesse, etc., oui, il faut monter un peu plus en gamme. Concernant la remarque de Charlie, je crois, ouais, maintenant, quasiment tous les hébergeurs, la concurrence étant féroce, tous les hébergeurs vous proposent la migration, le transfert. Donc, vous arrivez, vous dites, voilà, moi, je veux migrer chez vous. Les mecs s'occupent de tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vous prendre le site, ils vont le déménager. Tout ce que vous avez à faire après, c'est dire OK, on fait pointer le nom de domaine sur votre serveur à vous. Donc, pensez aussi à faire jouer un petit peu la concurrence là-dessus. Ça se fait. Maintenant, si vous avez vous-même besoin d'en migrer plusieurs, alors effectivement, Duplicator est la solution. Franchement, vous pouvez parfaitement balancer 4 à 5 migrations en simultané. Ça va fonctionner pareil. Et ça fonctionnera même très bien d'ailleurs. Si je peux revenir sur Duplicator. Pardon. Là, pour revenir sur Duplicator, il existe en effet une version payante qui s'appelle Duplicator Pro. Ouais. Et justement, elle permet de faire des migrations de sites plus volumineux, mais également le même service de Updraft Plus avec les sauvegardes automatiques et tout ça. D'accord, ok. C'est pas mal. Après, je t'avoue que… Mets le lien si ça vous intéresse. Mets le lien très bien. Moi, je t'avoue que la base Duplicator, on l'a tellement utilisé à l'époque, on a démarré WP Server. Puis après, on a trouvé un système en interne qu'on a développé nous, qui nous permet de tout gérer en automatique. Mais Duplicator, pour l'avoir tellement utilisé dans sa version gratuite, c'est super simple, quoi. Et on a rarement eu de bugs, et même des gros sites. On a eu des sites avec des bases de données qui étaient monstrueuses, et c'est passé. Je crois qu'on n'a eu qu'un cas, c'est quand la base de données a dépassé les 100 gigas. Autant vous dire que sur un site WordPress, 100 gigas de base de données, je ne vous raconte même pas le machin. Hein. Mais du coup, on a utilisé Big Dump pour la base. Alors, Big Dump, c'est un outil. Si vous ne connaissez pas, je vous le donne. C'est une tuerie. Si la base de données excède 100 gigas, vous aurez du mal sur un hébergement tradi à la transférer. On ne pourrait pas faire un dump de la base comme ça. Big Dump, ce qu'il fait, c'est qu'il va couper cette base en 4 ou 5 morceaux. Il va faire tout le job pour vous. Et ensuite, vous le laissez faire. Il va tout reconstituer dans le nouvel hébergement. Donc ça, c'est voilà. En plus de cette histoire de Duplicator, je vous conseille également, si jamais vous avez une énorme base de données, un truc qui s'appelle Big Dump. Je vous mets le nom directement dans le chat. Donc, c'est pour les BDD supérieurs à 100 gigas. 100 gigas et plus. Hein. OK. Là, je vois Frédéric Cordier qui lève la main. Donc, normalement, c'est pour… ça a disparu. Oui, non, c'est moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à désactiver votre micro et à poser vos questions. Hein. Donc, voilà. Okay. On écoute Frédéric.
depuis tout à l'heure, en fait, c'est vrai qu'on parle de WP Server Hub, mais j'ai peut-être une question à la con. Il ne prend que le CMS WordPress. Oui, exactement. D'accord. En OK. fait, c'est un vrai choix. Alors, vous vous doutez que je peux vous en parler parce que c'est moi qui l'ai fondé, donc c'est un peu plus facile d'en parler. La base, le choix, c'était vraiment ça. C'était vraiment de répondre qu'à un besoin WordPress. Donc, on ne peut pas convenir à tous. Voilà. OK. On bosse avec des agences, etc., qui nous ont déjà fait la remarque. Mais si on veut être performant sur WordPress, on reste sur du WordPress. Voilà. Ouais, d'accord. OK. Non, mais c'était Et vous juste. savez, et je ne vais pas défendre le beefsteak puisque j'ai vendu WP Server, donc clairement aujourd'hui je ne suis pas actionnaire. Vous avez on a pas mal de chance en France, on a quand même des solutions d'hébergement spécialisées qui tiennent la route. Aujourd'hui, l'avantage d'un truc spécialisé, hyper spécialisé WordPress, c'est que vous allez avoir des perfs supérieurs à la moyenne. Voilà, l'avantage est vraiment là. Et après, plein de services qui vont vous faciliter la vie, comme des environnements de dev, la possibilité de cloner en tant que nouveau WordPress. Tout ça, c'est des trucs qui sont directement natifs. Maintenant, si vous touchez bien votre BI, vous pouvez parfaitement prendre un serveur dédié, vous pouvez prendre de l'hébergement tradi. Enfin, voilà, avec WordPress, on a tellement de facilité aujourd'hui pour gérer nos sauvegardes ou pour faire plein d'autres petites choses. Vous avez l'embarras du choix, j'ai envie de vous dire. Voilà. Okay, parce qu'il y a quand même un coût, il ne faut pas le négliger non plus. Hein. Un hébergement WP Server, et merci Nico d'en faire la pub, mais un hébergement chez WP Server, c'est 190 balles par an, quoi. Le WordPress, d'accord? Vous faites le ratio, aux deux Switch, ils sont à 70 balles. D'accord? Ah, mais c'est pas la même chose, voilà, c'est pas la même chose. Donc, je vous ai mis le lien vers un article hein, que j'ai fait. Clairement, voilà, WP Server, c'est ce qu'il y a de mieux en performance. Aujourd'hui, pour avoir testé tous les hébergeurs, moi, mon objectif, c'est toujours de mettre des sites les plus performants possibles. Et pour avoir fait le tour de tout le monde, clairement, voilà, WP Server, en rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Je veux dire, n'allez pas acheter un serveur dédié ou un serveur dédié ou autre. Chez WP Server, on peut vraiment avoir quelque chose de très bien. Et 190 € par an pour ce que ça peut apporter à un site, honnêtement, on ne doit même pas se poser la question. Après, pour ceux qui ont des petits sites, qui ont peu de moyens ou qui veulent, moi par exemple, je suis éditeur de sites, je possède plein de petits sites que je monétise, il n'y a pas de gros objectifs de performance, mais là, effectivement, si je devais prendre 30 hébergements de WP Server, ça serait très coûteux. Donc, ces sites-là qui n'ont pas des gros objectifs, effectivement, on essaie de les mettre chez des offres qui sont discount. Donc, on a OVH qui a une offre également qui n'est pas très élevée. Mais après, voilà, moi, clairement, les deux hébergeurs que j'aime bien et qui sont français, hein, c'est O2 Switch pour les petits sites où là, on a vraiment la possibilité de mettre plusieurs sites sur un même hébergement à un moindre coût. Et vraiment, pour des sites qui sont des monésites, des boutiques en ligne ou des sites qui ont des objectifs de visibilité, de performance et de référencement, là, vous avez WP Server. Ouais, ce sont vraiment deux très bonnes solutions. On est assez gâté quand même d'avoir autant de choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Eric, comment le plugin GPDN fonctionne-t-il avec les plugins type Unsed e-commerce ou Pixel Facebook qui insèrent eux-mêmes du code source? Eh bien, en fait, tu auras la réponse à cette question en testant le plugin Compliance qui, lui, justement, te permet, par exemple, un des cas que tu n'as pas évoqué, mais qui est quand même assez flagrant, c'est quand tu insères une vidéo YouTube. La vidéo YouTube est grisée. En fait, il la bloque tant que la personne n'a pas accédé, elle n'a pas donné son consentement sur les cookies. Dans ce cas-là, une fois qu'elle accepte, à ce moment-là, la vidéo devient lisible. Mais si elle n'accepte pas, donc elle ne fait aucun choix et qu'elle n'accepte pas, la vidéo reste grisée avec un petit message disant pour lire ce contenu, merci de modifier votre consentement. Voilà. Et pour l'avoir testé, ça marche très bien. Et ça marche aussi donc avec tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, tu faisais référence au Pixel Facebook, c'est aussi le cas. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, on n'est pas nécessairement obligé d'aborder le e-commerce si vous avez d'autres questions plus génériques, notamment en SEO, parce que vous avez Nicolas qui pourra y répondre sans souci. Alors moi, j'ai une question, mais alors, je suis désolé, ce n'est pas forcément sur le SEO dans l'immédiat, c'est sur les images en fait. On a parlé tout à l'heure d'Imagify. Je suis embêté sur un site avec des images, alors, soit qui sont mal croppées, soit qui explosent en termes de taille, alors qu'elles sont déjà optimisées au maximum. Et j'ai en plus de ça Google qui me sort qu'elles ne sont pas optimisées WebP. Sauf qu'en fait, elles le sont, puisque moi, j'ai bien les images WebP qui sont dans les répertoires.
Deux choses. Quand est-ce que WordPress prendra en charge, enfin, ça je ne pense pas que tu puisses répondre, prendre en charge le WebP nativement, mais ça c'est pas possible. J'ai le même problème sur les vidéos, les MP4 il n'en veut pas. Il me conseille du coup du WebM du coup dans ce cas-là. Ouais. Mais pareil, j'arrive pas à avoir quand je le passe sur PageSpeed, il me sort toujours que les images ou les vidéos sont extrêmement lourdes par rapport à ce qu'il attend, alors qu'elles sont déjà méga compressées en fait. Est-ce que vous avez des solutions pour ça ou pas? Ouais, alors moi, le WebP, je le gère avec deux trucs. J'ai mis Imagify qui compresse mes images à la volée en WebP, enfin, donc il compresse et ensuite me les distribue, me sort la version WebP, pardon, et c'est WVRocket qui me les distribue sur le serveur en WebP. Alors, j'ai bien cette combinaison. En fait, j'ai Imagify en payant et WRocket en payant aussi. Ouais. En fait, Google me sort toujours que j'ai des images qui sont extrêmement lourdes. Est-ce que ce n'est pas ton plugin? Ah oui, d'accord. L'image est extrêmement lourde. Donc, même si c'est un WebP, il considère qu'elle est très, très lourde. Il l'identifie en tant que WebP ou il me dit qu'elle est, que c'est enfin, j'ai une image qui a 3,5 mégas. C'est la plus grosse image que j'ai sur mon site. Et effectivement, pour lui, elle est trop grosse et elle apparaît en rouge dans les. Est-ce que, alors, on en parle, mais le plus simple serait, est-ce que tu pourrais nous mettre le lien qui contient cette image dans le chat? Là, je peux pas parce que c'est un site en dev. Ouais. Ouais. Parce que là, j'aurais pu te répondre, parce que si elle n'est pas en cache, hein, du coup, elle ne distribue pas en WebP. Maintenant, j'ai envie de te dire que 3,5 mégas une image, waouh, je ne sais pas ce que c'est comme image, hein, mais on est très loin des standards, quoi. Enfin, tu m'aurais dit 350 kilos, je t'aurais dit, bon, déjà, tu n'es pas allé au top du top, mais 3,6 mégas, et si tu me dis qu'en plus elle est en WebP, de WebP, elle n'a que le nom, parce que 3,6, c'est impossible, quoi. 3,6 mégas. Alors, c'est une image d'un photographe, donc effectivement, elle est déjà très grosse. Et en plus de ça, elle prend tout l'écran en fait, parce qu'elle est sur un fond, transparent. En fait, c'est la preuve. En fait, elle s'adapte à l'écran quand tu arrives sur le site. Mais effectivement, elle prend tout l'écran, donc elle est grosse de base. Ouais. Après, effectivement, 3,5 mégas, oui, c'est beaucoup. Non, il y a un bug sur ton image. Enfin, Mais après, en termes de dimension, longueur et largeur, a fait combien? C'est du 4000 pixels à peu près. Parce que moi, je sais que j'avais eu un problème par rapport à ça. L'image, je n'avais jamais vu une taille comme ça. Et c'était pareil, c'était un photographe et je me suis dit, mais ah ouais, mais en fait, il rigole pas en fait, avec son image. Ouais, mais de base, on sait tous que suivant les tailles d'écran, d'accord, ça ne sert à rien d'excéder les 2000 pixels pour généraliser. Et je sais bien, et en fait, Imagify, lui, il me l'a déjà recroppé, enfin, il me l'a redimensionné, pardon, à un niveau maximum de 2040 ou 2060, je ne sais plus. Ouais. Mais même comme ça, en fait, elle arrive systématiquement en premier truc disgracieux sur ce site-là, quoi. Et j'arrive pas à j'ai même essayé de la réexporter avec des trucs dégueulasses, mais après, c'est pas beau. Mais enfin, voilà, je bug là-dessus. Et sur l'histoire de la vidéo aussi, où là, on me dit que le WebM, même en WebM, ça reste deux remarques. La première chose, c'est l'image. Moi, je la récupère, je l'ouvre sur un logiciel de dessin, je prends un Photoshop par exemple, je la redimensionne à des tailles acceptables, donc 1900 ou 2000 pixels de large, d'accord. Ensuite, je l'enregistre pour les formats web. Tu as l'option sous Photoshop, mais il y a d'autres logiciels de dessin, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, moi, sur Photoshop, il y a une option pour l'enregistrer pour le web, d'accord. Et déjà, il va te la rétrécir, mais alors d'un truc monstrueux. Parce que si tu nous dis qu'elle fait 4000, qu'elle a déjà été compressée et que tu arrives quand même malgré tout à 3.6, ça veut dire que de base, elle doit faire dans les 16 mégas, quoi. L'original, hein, j'entends. Ah ouais, non, mais en plus, moi, je l'ai uploadé tel quel. Je n'avais pas fait gaffe à la taille au début. Et après, j'ai travaillé avec ce truc-là au début en espérant qu'à la fin, j'en sois débarrassé. Mais en fait, non. Non. Voilà, tiens, qui c'est qui nous dit ça? Tiens, regarde. XNView, XNConvert. Merci, Tan, pour ça. Voilà, il y a des logiciels, il y en a, et puis en plus, je sais qu'il y en a des gratuits. Ceux-là sont gratuits pour le coup, si tu n'as pas Photoshop.
Mais Moi, je suis franchement, sur Affinity, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. ouais. Commence par là. Concernant les formats vidéo, ouais, je suis d'accord. Si tu ne veux pas mettre ta vidéo sur un serveur tiers type YouTube ou Vimeo, alors à ce moment-là, tu devras te taper le format. Il y a des convertisseurs en ligne. Donc, tu la prends, tu la charges à ce niveau-là, tu la transformes et tu la re-uploads derrière. Déjà, tu vas gagner quand même en termes de poids, ça va être juste monstrueux, quoi. Je vais essayer ça ce soir. Ouais. Ok, Ouais, très bien. Merci. je t'en prie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Question pour la suite. Que conseillez-vous pour du WooCommerce multilangue? On utilise WPML, a priori un standard, mais c'est hyper lourd. Sylvain, alors oui, Sylvain, WPML, c'est le truc le plus lourd du monde. On est clair. Je confirme. Je te conseille Polylang Pro à tester en parallèle ou à tester en remplacement, qui est beaucoup plus léger et qui a de très très bonnes performances. Tu es obligé de passer à la version Pro puisque c'est la condition pour passer du freemium au premium chez eux. En fait, tant que tu n'utilises pas WooCommerce, de site de e-commerce, tu peux utiliser la free. Et dès que tu passes en e-commerce, tu es obligé de passer à la version Pro. Ce n'est pas très cher et ça marche très très bien. Ok, merci. Je t'en prie. Et pour répondre à la suite, Eric qui nous dit YouTube en vidéo en non répertorié. Très bien, Eric. Je rajouterai Vimeo en version payante qui fait que tu as la main intégrale sur tes vidéos. Donc, il n'y a pas de préconisation à la fin de la vidéo. Tu sais, comme on le voit souvent sur YouTube, quand la vidéo se termine, tu vas avoir d'autres propositions émanant de YouTube te disant consulte ça, consulte ça. En utilisant Vimeo pour un prix de l'ordre de pas très cher par an, tu as la possibilité d'avoir toutes tes vidéos hébergées sur un serveur qui tient la route et tu as la main totale. Tu peux même mettre ton logo en permanence sur la droite. Tu peux décider où ça doit s'afficher, etc., etc. Donc, moi, je vous conseillerais Vimeo qui est vraiment très, très bien. Ça vaut 49 €, je crois, de mémoire. Et tu peux aussi autoriser les sites sur lesquels les vidéos seront intégrées. C'est-à-dire, tu peux intégrer tes vidéos sur tes propres sites à toi et les bloquer pour pas que d'autres personnes utilisent tes vidéos sur leur site. En fait. Moi, je l'ai utilisé pendant un petit moment. Ouais. Moi, j'ai un petit, justement, puisqu'on parle de vidéo, peut-être que ce soir, on pourra peut-être me répondre. Je suis en train de m'apercevoir, j'ai une contrainte, c'est que la vidéo, en fait, quand je la mets en non répertorié sur YouTube, donc après, j'ai la possibilité de l'intégrer en effet sur le site. Par contre, je ne dois pas donner la possibilité de la partager. Et pourtant, même en non répertorié, malheureusement, quand on passe la souris over dessus, en fait, il y a cette option de partage. Et moi, en fait, c'est une vidéo qui doit rester confidentielle. Et je n'ai pas trouvé de solution encore pour désactiver ça. Donc, est-ce que je dois dégager du YouTube et prévoir autre chose que YouTube ou... Ouais, Vimeo. Vimeo, ouais, ce sera la seule option. Moi, sur Vimeo, j'ai l'option, la possibilité de dire cette vidéo ne peut être visible ou diffusée que sur tel site. Donc, je mets l'URL. Et si ce n'est pas le nom de domaine qui correspond, c'est impossible. Elle ne peut pas se partager. D'accord, et ça, c'est en gratuit aussi, pareil, sur Vimeo, ce n'est pas une option payante ou... Alors, moi, je suis repassé en mode gratuit, puisque je n'ai pas beaucoup de vidéos en fait, de base. Donc, oui, c'est une option que tu as de base. Il faut juste enregistrer et te connecter, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et après, je vous rappelle quand même qu'une vidéo qui est visible de manière publique, d'accord, elle peut être on n'est pas nécessairement obligé de prendre le lien que fournit YouTube ou Vimeo. C'est-à-dire que si demain, tu regardes une de mes vidéos que tu ne peux ni partager, ni afficher sur ton site, tu peux quand même enregistrer l'écran et donc enregistrer la vidéo. Oui, bien sûr. Oui, non, mais après, en inspectant un peu le code source ou quoi, on arrive toujours à récupérer très certainement la vidéo. Ça, j'en suis conscient. Mais pour le néophyte, en tout cas, là, pour le besoin que j'ai là sur la page de mettre la vidéo, pour monsieur néophyte qui va utiliser ça, c'était vraiment… Voilà, je pense que ça peut suffire. Merci en tout cas pour cette réponse. Ouais, je t'en prie. Et Eric, si tu décoches autoriser l'intégration, tu ne pourras pas l'intégrer sur ton site, en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est le problème que j'avais moi, c'est que j'ai tout essayé, j'ai aussi essayé le privé, mais là, du coup, le privé, ça ne se partage que par email et on ne peut pas l'intégrer sur un site. Donc, voilà, c'est là où j'avais mes limites de YouTube. J'ai vu aussi passer, je t'en prie, j'ai aussi vu passer une question sur sur les marketplaces, non? Oui, c'est moi. Ouais.
Alors, Vas-y. j'ai encore des questions un peu folles, mais est-ce que vous avez déjà essayé de mettre un marketplace en place? Alors, j'explique. Par exemple, on aurait une boutique où dedans, j'ai un boucher, un poissonnier et un boulanger qui vendent leurs propres produits avec leurs propres moyens de banque, etc. Est-ce que c'est une usine à gaz? Est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous avez des précaux? Alors, en termes de… Moi, j'en ai jamais monté. Donc, grosso modo, tu vas trouver des modules, enfin, il y en a pas mal aujourd'hui qui sont sortis. Tu as Docan, par exemple, qui est ce que j'étais en train de vérifier. Docan, on est tout de suite sur du plugin premium. Oui, bah ça après, ça m'étonne pas, entre guillemets, vu la demande, qu'on soit déjà sur du… Enfin, trouver pas en gratuit, ça me choque pas. Et à la limite, vu la demande, c'est plutôt normal, en fait. Ouais, donc c'est vraiment une surcouche logicielle que tu vas venir rajouter. Docan, donc c'est D-O-K-A-N, pour ceux qui ne savent pas. C'est considéré aujourd'hui comme la meilleure solution. Comme la meilleure solution, mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez… il y en a un qui s'appelait Vendors. Vendor, ouais. Ouais, voilà. Et il y en avait un autre. Je regarde si je le retrouve. Et vous avez WC Marketplace également. Product Vendor. Ah, vous en avez, il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. Mais vous avez Docan qui a une version freemium. 60 000 installs. Voilà. Ouais, donc c'est déjà… Ouais. C'est pas mal avec une note de… C'est plutôt bien noté. Hein. Il a 4,5, 4,6 sur 5. Donc, ils appellent ça Docan Lite. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Parfait, merci. Voilà. Attention, c'est une petite cuisine. Hein. D'accord? Oui, alors déjà, entre guillemets, l'idée déjà est en soi un peu une usine parce que avoir plusieurs personnes qui vendent des produits différents sur un même site avec des moyens de paiement différents, déjà, en soi, le contexte est compliqué. Donc, j'imagine que derrière, les modules à configurer, ça ne doit pas être ce qui est le plus facile. Ouais, mais l'avantage de systèmes comme ça, alors même si on peut faire du dev custom, oui, pourquoi pas, mais là, on passe à un autre cap et les temps de développement vont être trop longs. Mais si je prends une solution comme ça, comme Docan ou d'autres, l'avantage, c'est que ça va être regroupé dans votre back-office et ça sera plus simple à gérer et vous prendrez les options comme WooCommerce à la carte quand vous en aurez besoin. Voilà. Encore une fois, fais attention au coût final parce que de base, le module est livré avec les fonctions dites basiques. Tu vas vite avoir des besoins spécifiques. Et donc, tout ça, c'est à coût de plugin premium qui coûte assez cher. Mais on est sur des prix qui excèdent les $100 par an. Ouais. Comme WooCommerce, hein, d'ailleurs. Hein. WooCommerce, dès que vous achetez une extension supplémentaire, un add-on à WooCommerce, on est dans les 100 balles, dans les $100, dans les $200 pour même plus que ça. Moi l'add-on API que j'utilise pour mon thème, je paye 200 €, je crois, par an, il me semble, de mémoire. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez coûteux, mais bon, il faut le rentabiliser derrière. Hein. Ouais. Tu vois, il y a Sylvain qui nous fait un retour. Merci Sylvain, qui a utilisé donc VC Marketplace. Donc, ça lui correspondait bien, mais d'après ce qu'il dit, il fallait prévoir du dev spécifique. Donc, peut-être que tu auras besoin de faire quelques petits développements pour ajuster. Quoi. Ouais. OK. Merci. Je t'en prie. À 19h21, on est toujours 23, donc c'est bien, je vois que les gens restent. Hein. On était 25-26, on est toujours 23, donc n'hésitez pas, on est encore là quelques minutes. Allô. Moi, j'aurais une question orientée SEO et WooCommerce. En fait, si aujourd'hui j'ai sur un site e-commerce, j'ai une catégorie de produits dans laquelle j'ai 200, 1000 produits. Au niveau de ma page de catégorie, comment est-ce que je vais faire ma pagination pour ne pas pénaliser ni l'UX, ni le SEO surtout? Est-ce que je fais une page, une URL? Est-ce que je fais de l'infinite scroll? Est-ce que je fais du Java, Ajax ou des plugins plus ou moins sophistiqués? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, où il n'y a pas de recette miracle et chacun le fait un peu à sa façon. Et il n'y a pas de… La pagination, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors moi, je vais donner mon avis, Fabrice donnera le sien. Moi, je pars du principe de la désoptimisation des pages suivantes. C'est-à-dire, déjà, première chose, la page 1, elle doit être optimisée. Pour moi, optimiser, c'est que sur une page catégorie, on va définir une title, une title, oui, mais aussi le H1. Le H1, il doit absolument
pouvoir être renseigné. C'est-à-dire, j'ai une boutique de fringues, je suis dans la catégorie chaussures, je ne veux pas simplement avoir chaussures en H1 pour la catégorie. Il faut que le thème ou un dev spécifique permette de mettre un H1 bien personnalisé et sur cette page 1, rajouter du contenu, c'est-à-dire entre le H1 que j'aurai présent sur la page catégorie, le contenu texte que j'aurai présent sur cette page 1, je dois pouvoir ranker sur une requête bien définie, donc sur quelque chose qui sera un peu plus en longue traîne. Et derrière, sur les pages 2, 3, 4, etc., je vais désoptimiser. Je ne mets pas le H1, je ne mets pas la balise title et je ne mets pas le texte optimisé en termes de SEO. Donc ça, c'est l'optimisation des pages en elles-mêmes. Et après, au niveau de la pagination, alors moi, ce que j'ai fait, alors je ne suis pas forcément pour le Infinite Scroll, je vais intégrer une pagination où j'aurai les différents numéros de page sur ma catégorie. Je vais obfusquer automatiquement tous les liens qui sont en double. Par exemple, je suis sur la page 2, ben, je peux cliquer sur la page 1, je peux cliquer sur la page précédente et je peux cliquer sur le lien qui me ramène au tout début. Donc, j'ai 3 fois un même lien vers une même page. Ça, déjà, je l'obfusque. J'ai un seul lien entre mes différentes pages. Et après, pour aller chercher les pages qui sont profondes, j'ai un catalogue qui est très gros, j'ai une centaine de pages catégories, je vais intégrer les liens vers les dizaines. Je serai par exemple sur la page 5, j'aurai par exemple 4 niveaux au-dessus-dessous, donc je pourrais aller de la 1 à la 10 par exemple, et après j'aurai 20, 30, 40, 50, de façon à ce que le bot, quand il est sur une page, l'envoyer en profondeur sur le catalogue pour essayer de lui faire indexer et crawler des contenus qui seront profonds. Voilà, donc ça, c'est ma vision à moi, des optimisations de la page, des pages au-delà de la page 1, et puis ma pagination, je la vois comme ça. Ok. Ouais, j'aime bien la solution de Nico. Moi, j'ai une question, Thomas, là-dessus. C'est combien de produits tu as dit que tu avais dans ta catégorie? Bah, disons que j'en ai beaucoup, quoi. C'est-à-dire que 200, de 200 à 1000, quelque chose comme ça, quoi. Plusieurs centaines au moins. D'accord, donc je t'entends parler de catégories. Est-ce que tu as également pensé aux sous-catégories ou pas? Oui, c'est une solution. Parce que, en gros, qu'est-ce qui t'empêcherait de prévoir et de fonctionner en silo et en sous-silo? C'est-à-dire, en gros, j'ai une tête de silo générique, et plus je rentre dans mon silo, c'est-à-dire en profondeur dans les sous-silos et pourquoi pas éventuellement les sous-sous-silos, de manière à utiliser en fait ce volume. Parce que je suis d'accord quand même que tu as des produits qui sont avec une belle fiche descriptive. Oui, bien sûr. On est d'accord, hein, une description courte, différente de la description longue. Tout est optimisé aux petits soins pour le SEO. Moi, j'en ferais un atout, quoi. J'en ferais un atout plutôt qu'un inconvénient, en fait. Et du coup, l'internaute avec une UX qui peut être parfaitement agréable, c'est-à-dire, en gros, je cloisonne mes structures en silo, mais je donne un chemin. Donc, imaginons, alors, je ne sais pas, je ne connais pas ta thématique, mais je vais prendre un truc hyper générique, je fais de l'habillement. D'accord? Je suis un homme, je commence à rentrer dans le silo pour les hommes, puis dans le silo pour les hommes, je cherche soit des vêtements, soit des chaussures, soit des accessoires. Je rentre dans le sous-silo accessoires et ainsi de suite. Et après, j'utilise la technique de Nico pour justement encore plus étanchéifier mes silos entre eux et ainsi profiter du bénéfice de volume que tu as. D'accord? Donc, ce que moi, je te propose, ce n'est pas contradictoire avec ce que te dit Nicolas, mais moi, ce que je te propose, c'est une approche différente, en fait, de base. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'approche de bien organiser son catalogue et de cibler justement l'organisation du catalogue et les silos que l'on va mettre en place, c'est clairement une bonne pratique. Moi aussi, je suis fan de la structure en silo. Google, il en est carrément friand. Et le but, c'est d'avoir des silos qui soient bien cloisonnés et avoir des catégories, des sous-catégories qui soient pertinentes. Il faut que ces catégories soient de bonnes landing pages. Une page catégorie est souvent mal optimisée par défaut. Oui, tout à fait. Parce que où la catégorie elle est pauvre en contenu, on a 2 produits dessus, donc du coup on a une page qui est pauvre en contenu parce qu'on a seulement 2 produits qui se battent en duel sur la page catégorie et aucun contenu. Donc si j'ai une page comme ça, c'est pas gênant parce que je vais vous mettre un exemple. Mais le but est de venir intégrer suffisamment de contenu sur ma page catégorie. Donc, voici un exemple, là, je vous montre. Est-ce que ça... Ah non, mais en fait, j'étais sur la mauvaise personne. Tout le monde,
Voilà. Ici, on est sur une page catégorie. On a le H1 justement, qui est personnalisé vêtements pour hommes. On a le nom de la catégorie qui est dessous, mais qui est simplement en balise P, qui n'est pas mise en forme. On a un texte qui est au-dessus. On a suffisamment, on a les extraits, pareil les extraits, les résumés des produits qui apparaissent pour enrichir également la page. Et on a un texte SEO qui est présent dessous. Donc là, même si j'ai seulement 2 produits sur ma page, je peux intégrer ni le mot sans aucun problème et cibler une requête bien spécifique. Donc là, on peut se permettre d'avoir justement d'augmenter le nombre de catégories et avoir peu de produits par catégorie pour avoir des pages qui soient pertinentes. Les pages catégories, comme je dis toujours, ce sont des pages qui sont durables sur un site. Les produits peuvent être plus ou moins éphémères. Un produit peut disparaître parce qu'il a une saisonnalité. Une page catégorie, elle sera durable dans le temps. Donc, n'hésitez pas à vraiment travailler l'optimisation de vos pages catégories pour obtenir des résultats comme cela. Et attention, quand même, juste un dernier point, attention à l'UX. Au final, il ne faut pas non plus que ça soit, tout à fait. Que ça soit plus pénalisant qu'autre chose. C'est-à-dire que ton objectif, là, clairement, c'est de tirer profit de ton volume. Donc, moi, enfin, sur des volumes comme le tien, 200 produits par catégorie, ça commence à devenir intéressant et tu peux envoyer un signal qui peut être extrêmement positif. Maintenant, n'oublie pas quand même la navigation, n'oublie pas la simplicité, n'oublie pas les retours, etc. Tout en gardant le stylo étanche. Voilà. Et Fabrice, est-ce que tu recommandes, toi qui connais bien tout le monde, est-ce que tu recommandes un module de navigation à facettes pour WooCommerce? Un module de navigation à facettes? Je n'ai pas testé en SEO, voir ce que ça donnait. Mais moi, pareil. J'ai pas trop testé non plus, en fait. Est-ce que tu veux faire référence à Grid Builder, par exemple, l'équivalent qui permet justement d'utiliser facettes de manière assez simple, basique et ludique? Moi, j'ai un peu peur. Voilà. J'ai pas encore testé. Pourquoi pas? Parce que les facettes sont aussi. Il y a aussi la possibilité de limiter le nombre de produits par catégorie, ou après d'avoir des catégories un peu plus fournies, mais par contre de jouer sur les facettes. Moi, par exemple, je mesure 2 mètres, je choisis du 48. Quand je veux acheter des chaussures, il y a très peu de boutiques sur ma pointure. Donc, je vais sur sarenza.com, je vais dans chaussures, chaussures, hommes, ville, je coche 48 et là, j'ai tous les produits qui apparaissent en 48. Donc, c'est génial. Je fais mon marché dans les chaussures qui sont disponibles dans ma pointure. Je n'ai pas besoin d'ouvrir toutes les fiches produits. Donc, la navigation à facettes est très bon en termes du X également. On peut facilement trouver ce que l'on veut et filtrer des produits par caractéristique aussi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à l'installer. Je vois que Laetitia nous met WP Facettes. Oui, c'est facette WP. Mais après, effectivement, SEO, je ne sais pas si c'est bon Donc, ou pas. il faudrait que je teste. Sur PrestaShop, il y en a un qui est très bien, mais sur WordPress, je n'ai pas encore testé. Ouais. Tan, il nous met un truc que moi j'ai testé, que j'ai vu et que je connais, qui s'appelle Algolia. Est-ce que tu peux nous balancer le lien si tu l'as en direct, Tan? Ça serait sympa. Oui, très bien. Effectivement, c'est un service complémentaire que vous payerez, bien évidemment. Mais vous avez en termes de perf, effectivement, là pour le coup, il n'y a plus de problème puisque c'est délégué. Et donc, ce n'est pas vous qui souffrez, ce n'est pas votre site qui souffre. Il n'y aura pas de risque en termes de SEO. Voilà, c'est algolia.com. Je vais retourner pour voir si c'est bien celui-là. Je suis tombé sur Grid, ce n'est pas celui-là. Algolia, qu'est-ce qui permet exactement de faire? Je n'ai pas bien suivi. Algolia, c'est un outil qui permet en fait la recherche sur ton site de e-commerce, mais pas que d'ailleurs, pour le coup. Et là, du coup, tu as une recherche qui est extrêmement rapide. C'est limite, c'est de l'instantané, quoi. D'accord, ok. Je ne sais pas s'ils ont une offre. Est-ce qu'ils ont une offre gratuite? Je ne sais pas. Pricing, je vais aller voir. Oui, vous avez une offre gratuite pour 10 unités. Donc, testez-le, regardez si ça vous convient davantage. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas que ça soit pénalisant, tant du point de vue des perfs que de la vitesse, et que ça nuise au SEO. Là, en l'occurrence, ça ne nuira pas au SEO. Voilà. D'accord, ok. Vraiment à tester. Tu as matière à réflexion là-dessus maintenant, Thomas, pour voir ce qui te convient le mieux. Et après, dans le même principe que les facettes, vous pouvez également utiliser les tags, les fameuses étiquettes de WordPress. Les étiquettes, on peut les utiliser à partir du moment où ça vient pas cannibaliser ce qui a été fait au niveau des catégories. Et souvent, les étiquettes sont très mal utilisées. Donc,
dans de nombreuses formations, on va vous dire attention, n'utilisez pas les étiquettes parce que c'est très mauvais à utiliser. Mais les étiquettes, on peut les utiliser de façon intelligente et venir croiser les catégories du site. Et moi, j'aime bien vous montrer cet exemple-là. Là, par exemple, on est sur une démonstration de boutique. On est sur une boutique qui propose donc différents vêtements. Et on peut avoir créé une étiquette Made in France et venir intégrer tous les produits Made in France qui seraient présents dans la boutique. Et cette page-là, on peut l'enrichir également avec une balise H1 qui sera pertinente. On peut intégrer un texte SEO sous les produits. Cette page-là, on peut venir ranker sur, par exemple, pour une typologie de tel produit Made in France et venir ranker sur, je ne sais pas, chaussures Made in France ou suite Made in France. On peut facilement ranker parce qu'on a une page étiquette qui sera pertinente pour Google. Est-ce qu'on a une autre question? J'ai vu passer une autre question concernant sur la sécurité du site WooCommerce de la part de Christelle. Alors Christelle, j'ai envie de te dire que la sécurité d'un WooCommerce, c'est la même qu'un site WordPress, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. C'est pas parce que tu as un e-commerce qui doit être sécurisé de manière différente. Alors, la première des sécurités que je préconiserais moi, c'est plus de sauvegarde. C'est-à-dire que comme tu es sur un e-commerce, il ne faut pas que tu perdes tes commandes. Donc, je dirais qu'il faut plus de sauvegarde. Maintenant, pour tout ce qui est de la sécurisation classique, le traditionnel, bien, je dirais clairement toutes les précaux classiques de WordPress, à savoir tes mots de passe, tes logins, choix des logins. Moi, il y a un truc que je fais sur les sites d'e-commerce, après c'est très personnel, mais je ne laisse pas l'internaute choisir son mot de passe ni son identifiant. Voilà, donc de base, c'est généré automatiquement par WordPress. C'est lui qui va générer un login et qui va générer un mot de passe. Ça permet d'éviter de se retrouver avec des mots de passe trop faibles de type 1, 2, 3, 4 ou 4, 5, 6, on en a vu encore. Ça. Ensuite, derrière, je mettrai, en plus des mesures traditionnelles, je rajouterai un bon logiciel qui n'est pas trop lourd. Moi, j'utilise WordFence, qui est clairement au-dessus du lot en termes de performance sécurité. Je n'ai jamais eu un site hacké avec WordFence. En plus, ils sont proactifs, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers très souvent à détecter les failles. Et donc, automatiquement, dans leur moteur sur le plugin, en fait, ils répercutent la faille et donc ils vous protègent de la faille. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Après, WordFence, c'est quand même très, très lourd. C'est très, très lourd, surtout quand vous voulez le désinstaller. En fait. Ils ont carrément un plugin qui permet de désinstaller WordFence. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais WordFence, il est tellement intrusif qu'après, derrière, pour virer leur pare-feu, etc., il y a carrément un plugin qui permet de tout nettoyer. Donc, voilà, c'est un truc que vous mettez après au début et après vous êtes tranquille et vous avez beaucoup moins de problèmes. Quant à la version premium, elle vous permet d'avoir en avant-première, donc de manière quasiment immédiate, la protection contre les failles que eux détectent. Sinon, vous en bénéficiez que 30 jours plus tard. J'espère que ça répond à ta question, Christelle. Mais du coup, la version premium de WordFence a permis quoi à part avoir 30 jours avant? Ouais, alors tu as l'instantanéité en fait, de la protection au niveau des failles. D'accord? Imagine qu'ils trouvent une faille 0D sur un truc, d'accord? Ils peuvent te protéger de la requête malveillante. Donc, moi, je suis premium, j'en bénéficie tout de suite. Toi, tu n'es pas premium, tu n'en bénéficieras que dans 30 jours. Potentiellement, tu es vulnérable pendant 30 jours. Ensuite, ils proposent dans la version premium de mémoire la double authentification. Je crois que c'est que dans la version premium. Voilà. Et il y a plein de petites choses qui vont te rajouter comme ça, que tu vas avoir en bonus. Je crois que sur leur site, tu verras les différences. Mais la différence fondamentale, bien évidemment, c'est l'instantanéité de la protection. Voilà. Moi, je suis sur les monésites, tous les monésites que je possède, je suis en WordFence Premium. Voilà. J'ai essayé CQPress. Voilà. C'est pas, pourtant, c'est un Français et ça m'aurait fait plaisir de dire que c'est ce qu'il y a de mieux. Non, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres plugins de sécurité, Item Security et consorts, etc. Non, je n'ai pas trouvé l'équivalent de WordFence aujourd'hui. Voilà. Et je crois que WordFence, c'est le seul manière qui va scanner régulièrement ton site et te dire ce qu'il peut trouver dessus en termes de malware, etc. Je crois que CQPress ne le fait pas, ça. Tu n'as pas de scan en… Non, puis il y a un autre problème chez CQPress, c'est qu'en fait, il n'a pas la base de données des failles ou des scripts dangereux en instantané. C'est-à-dire que c'est lui qui va les rajouter manuellement dans son process, alors que chez
notre ami WordFence, il possède toute la base de données de WP Scan ou de WP Vuln, et donc ils ont tout en direct. Donc pour eux, c'est vachement plus confort, mais en même temps, c'est normal, c'est la même boîte. Hein, donc c'est logique. Ouais. Et un truc comme Sucuri, là, ça vaut le coup, parce que j'en ai entendu parler, mais c'est extrêmement cher, quoi. Ouais, Sucuri, si tu as WordFence, tu n'as pas besoin de Sucuri. Ouais, ok, d'accord. Sucuri, c'est un peu. Si tu veux l'équivalent de Sucuri pour moins cher, hein, tu utilises Cloudflare. Cloudflare, version gratuite, c'est déjà, il te protège, c'est l'équivalent d'un pare-feu Sucuri. Alors, peut-être moins d'options, certainement, hein, d'un point de vue sécurité, mais déjà avec Cloudflare, tu as l'équivalent d'un pare-feu. Voilà. Et c'est proactif également. WordFence, il va plus loin encore, et en plus, il y a l'analyse de tout ton WordPress complète, donc il va fichier par fichier, il va éventuellement comparer les versions entre ce que tu as toi et ce qu'on trouve sur le repo, etc., etc. Donc, il y a tout truc malveillant, il va tout de suite biper et te dire il y a un problème avec ce truc-là. Ouais, j'utilise WordFence, mais en gratuit pour l'instant. Okay. Voilà. Donc franchement, si tu es sur un site qui commence à te rapporter et qui ne peut pas supporter d'avoir le moindre problème, peut-être que tu investiras dans la version premium. Je n'ai pas d'action chez eux. Je vous dis juste comment moi je travaille. D'accord, merci. Je t'en prie. Christelle, concernant Cerber, non, j'ai testé, je n'ai pas aimé et je ne suis pas rassuré. Enfin, je suis pas autant rassuré qu'avec un WordFence. Il faut voir aussi un peu ce que ces mecs produisent. Au niveau de WordFence, c'est toujours les premiers à identifier des failles graves. Ils sont toujours en avance sur tout le monde. Voilà, on est sûr là clairement de la qualité. Bien sûr, encore une fois, tout ça, ça a un coût. Hein. Donc, entre les sauvegardes et des logiciels comme ça, forcément, c'est un petit investissement. Mais au final, quand vous avez des sites qui ne peuvent pas être indispo, bon, ça vaut le coup d'investir un peu. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'on a encore une vingtaine, mais il est quelle heure là? Il est moins 20 de 8 heures. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on conclut et on se dit tiens. Vous avez faim, peut-être qu'ils ont faim en fait. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais moi aussi, je commence à avoir un petit peu faim. Donc, Et du coup, on se reprévoit un format meet-up très prochainement avec Nico sur une thématique. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez aborder du coup? Parce qu'avec Nico, on peut aussi inviter des intervenants extérieurs, ça peut être sympa. Ou même si l'un d'entre vous a envie de nous présenter quelque chose, c'est avec grand plaisir. Utilisez-vous un plugin pour la gestion des frais de livraison. Je suis désolée, hein, c'est Véro qui a mis une question comme ça et du coup c'est que j'ai la même idée. Oui. Oui, je la vois. Alors moi j'en ai un, oui, effectivement, pour les taux de TVA. Les franco de port, non, parce qu'il y a un plugin sous WooCommerce qui gère justement tous les frais de livraison. Donc tu le trouveras sur le répertoire de Woo. Mais moi, pour les taux de TVA en Europe, si vous êtes soumis à la TVA européenne, j'utilise, je crois que je ne suis pas original pour le coup, parce que j'utilise le truc natif de WooCommerce qui s'appelle WooCommerce EU VAT Number. Et donc ce truc-là, ça collecte automatiquement toute la TVA que je dois selon le pays européen. Ce qui veut dire qu'après, c'est vachement plus facile pour mon comptable ensuite d'exploiter et de payer au bureau TVA Europe. Il n'a pas à se faire des nœuds au cerveau. Donc, WooCommerce EU VAT Number. Je vous mets le lien direct. Hop, comme ça, vous l'aurez. Pour ce qui est des franco, des livraisons, etc., j'en ai vu un sur WooCommerce qui est hyper détaillé. Voilà. Alors, je rejoins. On a Gutenberg qui revient souvent en fait. Hein, un focus sur Gutenberg. Également faire une session spécialement pour faire des sites en Gutenberg. Oui, donc à voir. Si toi, Fabrice, tu te sens de faire un truc sinon sur Gutenberg, ça peut être pas mal aussi, je sais pas. Ou... Ouais, non, mais il n'y a aucun souci. Mais tiens, je vais vous en montrer un parce que je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Je vous en sors même deux, puisqu'il y en a deux qui sont du full Gutenberg. Et vous allez les reconnaître, en fait, tout simplement. Prendre l'URL. Et le deuxième, c'est celui-là. Je vais vérifier s'ils ne sont pas trop moches quand même, pendant que je vous parle.
Allez, c'est parti. On va commencer par le premier que j'ai vu. Tac, tac, tac. Voilà un site full Gutenberg. Et le deuxième que je vais vous donner également, que vous connaîtrez peut-être plus, où on est en full Gutenberg également. Ouais, c'est pas mal. Et là, ici, full Gutenberg, c'est notre ami WP Rocket. Ouais, j'avais vu passer les deux. Ouais, et vous êtes sur du full Gutenberg, donc vous voyez comme quoi c'est jouable. Hein. Donc oui, c'est une bonne idée, Nathan, pourquoi pas. On peut même inviter au JB Audras. Là, Exactement. Je l'ai déjà sollicité une première fois. Il n'était pas disponible, mais ça vaudrait le coup qu'on aille le ressolliciter éventuellement pour ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ouais, il aime bien, lui, il aime bien intervenir. Du coup, ça, je pense que si on a un créneau, on peut planifier ça pour faire. Voilà, il y a des petits trucs à avancer sous. Voilà. Mais ouais, c'est du full Gutenberg. Hein. Il n'y a rien, c'est WordPress plus Gutenberg plus il y a. Alors moi je sais parce que j'en avais discuté avec Rocket. Je sais qu'il y a un ou deux add-ons spécial Gutenberg qui vont accroître les possibilités. Je crois que notamment je crois que c'est sur le testimonial, je crois qu'ils en avaient eu besoin. Mais après, ils ont pu même développer carrément leur propre blog s'il y avait besoin d'un truc très spécifique, notamment dans la partie client. Mais vous voyez qu'on peut faire des trucs très sympas en full Gutenberg. Et donc là, bien évidemment, les perfs sont au niveau, quoi. Hein. Et Gutenberg est entièrement gratuit, du coup? Il n'y a pas de. Ouais, c'est full gratuit, quoi. C'est natif à WordPress. Après, il y a des extensions qui se rajoutent, qui sont externes, qui viennent greffer des blocs supplémentaires. Il y a du freemium et du payant aussi. Ouais. On est bien d'accord que c'est l'extension à télécharger qui s'appelle Gutenberg, c'est ça? Non, tu n'as rien à télécharger. Il n'y a rien à télécharger, je prends rien de plus en fait. Non, tu prends rien du tout. Tu passes ton site, si ce n'est pas le cas, hein, tu reviens en natif à Gutenberg. Et de toute façon, dès que tu installes un WordPress aujourd'hui, il est Gutenberg par défaut. Donc, il n'y a que si tu veux revenir au Classic Editor que tu installes justement le plugin Classic Editor, mais qui te permet de choisir l'un ou l'autre. Mais je vous conseille d'arrêter, puisque de toute façon, le Classic Editor va être abandonné dans un an ou deux. Donc, peut-être pas un an, mais bien dans 2-3 ans, c'est terminé, quoi. Hein. Donc, si vous voulez encore faire du Classic Editor, il faudra partir sur un CMS concurrent de WordPress. Mais en fait, pour moi, Gutenberg, c'était vraiment un truc qui servait juste à faire des posts, en fait, et pas des pages entières, en fait. Non, du tout. Non. Ah ouais, non, mais je suis resté sur ça. C'est pour ça que j'ai peut-être fait une réticence par rapport au truc. Hein. Non, franchement, non, faut pas. Enfin, écoute, moi, je crois que j'ai un tuto sur Gutenberg, sur WP Formation. Tu testeras, il y a des vidéos. En un coup d'œil, ça te permettra de voir un petit peu ce que ça fait. Il y a aujourd'hui des sections prêtes à l'emploi, il y a des pages prêtes à l'emploi, il y a des sites prêts à l'emploi, tout ça en Gutenberg. Franchement, c'est juste bluffant, quoi. Ah bah, je vais regarder ça, je vais me faire un site de test et puis je vais regarder. Maintenant, après, ça va dépendre de vous. Moi, clairement, pour travailler aujourd'hui, quand j'écris des articles ou des contenus articles, j'écris encore avec le Classic Editor. Ouais, moi, pareil. Hein. Voilà, on est l'ancienne génération et puriste. Si j'ai des mises en forme complexes à faire, effectivement, je peux passer sous Gutenberg, quoi. Voilà, parce que c'est plus pratique, c'est simple et j'ai pas besoin de repasser, j'ai pas besoin de coder, j'ai pas besoin de me faire chier, quoi. Voilà, c'est tout prêt, quoi, à base de blocs, c'est grid comme il faut, donc voilà. Mais allez-y, hein, il est temps quand même. Okay. Ça fait un bail qu'il est là maintenant. On n'a plus le droit de l'ignorer. On va essayer ça. Hein. Et c'est le futur de WordPress, clairement. Hein. Ouais. Et puis, vraiment, franchement, je peux vous dire qu'en formation, hein, on fait des trucs avec des purs débutants, donc des gens qui découvrent WordPress en 3 jours. On fait des pages qui sont super puissantes et super jolies, quoi. Donc, même des débutants. Donc, j'imagine vous allez être super à l'aise, quoi. Il faut juste passer le cap en vous disant, bon, j'arrête, j'essaye, et puis après, je discute. Alors, évidemment, ça ne sera pas Elementor, donc il n'y aura pas les effets chiadés. Tu vas trouver qu'il y a, c'est un peu parfois, c'est pas terrible au niveau de l'UX, il y a encore des points, mais c'est à nous de les remonter pour que justement ça s'améliore. Non, Ultimate Add-on, ça va dépendre, tu ne vas pas tout utiliser. Hein. Je réponds à Antoine hein, qui dit
est-ce que je peux utiliser UAG? D'ailleurs, UAG, qui avait une faille de sécurité qui a été corrigée, hein, ils sont parfaitement réactifs là-dessus. Non, ça alourdit pas du tout tant que tu n'utilises pas les modules UAG. Voilà. Si tu commences à utiliser les modules UAG sur une de tes pages, au même titre qu'un module Elementor, ça va alourdir puisque ça doit charger le JS et le CSS du constructeur. Donc, c'est obligatoirement, bien sûr que ça va alourdir. Mais c'est pareil quand tu utilises Elementor ou Beaver Builder. Je ne parle même pas de Visual Composer qui est une bouse absolue, mais qui a eu le mérite d'être le premier. Donc, essayez Gutenberg, installez UAG juste pour voir les possibilités du machin, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur Gutenberg. Hein. Je vois que vous êtes quand même pas mal à être réticent. Je suis assez surpris, quoi. Je suis même très surpris. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui auraient franchi le pas, mais je m'aperçois que finalement, on est nombreux à avoir eu du mal. Voilà. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de com dessus. Tous les autres font de la com et eux, ils font pas de com. Et du coup, les gens, ils y vont pas parce que personne n'en parle. Très peu, quoi. Ouais, mais Elementor, aujourd'hui, il y a un business autour d'Elementor. Tu as, comment il s'appelle, Marmite qui essaye de fourguer sa formation Elementor parce qu'il a vu que ça se vendait. Donc, de suite, il sort une formation. Sauf que moi, c'est pas. Enfin, je suis désolé, encore une fois, moi, je suis formateur. Donc, j'apprends aux gens à utiliser WordPress. Aujourd'hui, si je dois t'apprendre, pas à toi, mais à un débutant, je ne vais pas t'apprendre Elementor. Je vais t'apprendre WordPress. Et donc, ça inclut Gutenberg. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une surcouche. C'est dans le cœur. Donc, vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que le machin natif, il est là. Ah, c'est sûr, il a un potentiel énorme. Donc, il y a un truc à faire de fou. Et quand vous voyez les sites de Rocket et de Woodunit, franchement, allez voir leur perf en termes de vitesse, vous allez être calmifié, quoi. Ouais, 9900 W Rocket. Hein. Ouais. Et je vous mets maintenant au défi de me faire pareil avec Elementor. C'est-à-dire que vous faites aussi joli, d'accord? Et puis vous mesurez. Vous allez prendre une pénalité de 20 à 30 points, clairement. C'est pas, enfin, Elementor, tu n'as jamais des scores qui sont très hauts, effectivement. Moi, je suis sûr. Les 4 Elementor, j'arrive à aller sur du 90. Pardon. C'est beau, hein? Si tu arrives à 90, c'est beau. 90, oui, c'est beau. Avec du Elementor, je ne suis jamais arrivé à 90. Elementor Astra. Moi, c'est ce que j'utilise. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, la vitesse, Gutenberg a sorti avec Neve en s'amusant en formation. Donc, moi, j'ai une formation débutant niveau 1. On met le thème Neve. Vous connaissez tous Neve. Donc, si vous ne connaissez pas, allez regarder. Je leur pose Neve. On rajoute rien d'ailleurs, puisqu'il y a déjà Gutenberg. Donc, je sais pas. Je leur mets UAG, Ultimate Add-on pour Gutenberg pour s'amuser, pour faire des conneries, pour faire des posts filtrés avec Rocket. Je leur mets ça, et on obtient 100 sur 100 en mobile et en desktop. 100 sur 100. Et en plus, c'est les débutants. Donc, autant vous dire que les images qu'ils me mettent en arrière-plan, c'est des monstres. Hein. Alors, c'est peut-être pas comme toi, des 3,6 mégas à l'image, mais on est déjà sur des monstres à 500 kilos, quoi. Donc, tu vois, après, je leur apprends à optimiser leurs images. Et là, on est sur vraiment des trucs qui sont… c'est super beau, c'est hyper rapide, c'est responsive, c'est immédiat, c'est top. Voilà. Donc, donnez sa chance au produit, les mecs. Et les filles. Donnez sa chance au produit parce que je pense qu'il a une mauvaise réputation et ce n'est pas justifié aujourd'hui. Pourtant, j'étais le premier à lui taper dessus. Hein. Mais aujourd'hui, c'est injustifié. Aujourd'hui, c'est, pour moi, si je veux de la perf, pour un rendu qui tient la route, je pars sur Gutenberg. OK. Super. Je crois que j'ai une formation à finir de chez… je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas envie de faire de la pub, mais… Vas-y, fais le site, on s'en fout. Je crois de la formation de WP Marmite sur WordPress. Je crois dans leur dernier module, ils parlent de ça, non? Je crois de Gutenberg. Je ne connais pas leur module, je ne connais pas leur formation, mais de base, oui, quand tu fais une formation WordPress qui tient la route, tu dois nécessairement insister fortement sur Gutenberg, quoi, parce que aujourd'hui, c'est l'avenir de WordPress. Vous savez tout. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'il y a quand même une forte demande pour Elementor. Moi, clairement, au début, j'avais optimisé mon thème pour Gutenberg, mais je me suis pris une vague. Ah, mais putain, mais t'as rien fait pour Elementor, t'as rien fait pour Elementor. Et les gens sont venus me casser les pieds pour Elementor parce qu'effectivement, c'est le builder de page
aujourd'hui qui est le plus utilisé, clairement. Mais voilà, parce qu'il est populaire, etc. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont augmenté leurs tarifs. C'est déconnant, les tarifs d'Elementor maintenant. Donc, du Oui, coup, ils se sont enflammés, là. Ouais. voilà, donc Gutenberg, effectivement. Après Gutenberg, moi, il y a, sur mon site, pour vendre mon thème, je voulais faire une belle page de vente sur la fiche produit. Gutenberg aujourd'hui ne permet pas de venir customiser une page produit au niveau de WooCommerce. Donc, il y a encore des choses, mais où ça doit s'améliorer. Mais voilà, dans le futur, clairement, on ne fera que du Gutenberg, et c'est clair. Pardon, monsieur Créanico, mais voilà, moi, mes stagiaires, je leur apprends à customiser une page WooCommerce avec le thème et Gutenberg. Eh bien, écoute, il faut que j'ai une formation. Alors, il faut que tu montres comment on fait. Je te montrerai comment on fait, c'est très facile. Et c'est très suivi une formation de Fabrice. Exactement. Voilà, je vais venir en formation. Non, mais tu sais quoi? Je vais en faire un article sur WP Formation parce que c'est aberrant que toi, qui est quand même pratique, le sache pas. Tu peux parfaitement prendre les shortcodes de WooCommerce, d'accord, et le faire apparaître où tu veux dans une de tes pages. Oui ou non? Oui, tout à fait. Ouais. Ben voilà, tu as déjà la réponse à la question, en fait. Okay. Et ensuite, tu peux customiser le CSS de WooCommerce soit par WooCommerce, soit directement par ton thème. D'accord, ok. Double customisation. Okay. Et pour répondre à la question de Jim qui dit « Longtemps, j'ai évité Gutenberg parce que ça buguait, ça suspend. » Oui, il y avait des bugs à l'époque avec des navigateurs type le navigateur natif de Mac. Et on avait parfois des soucis avec Chrome. Pour travailler avec Gutenberg en toute tranquillité, mais c'est aussi valable pour Elementor, vous travaillez avec Firefox, le navigateur star. Firefox, jamais eu de problème. Voilà. Et là, il n'y a rien qui superpose, tout est chiadé, c'est nickel. Oui, Tan, moi aussi, je vois beaucoup de pubs de marmites passer sur mon Insta et ça me saoule. D'ailleurs, je crois que je l'ai viré. Ils mettent beaucoup en avant Elementor et Divi. Bah oui. Pourquoi, d'après toi, c'est Charlie, pourquoi? C'est Frédéric qui répond. Bah oui, pourquoi? Bah parce que dessus, il y a de l'affiliation, quoi. Donc, si vous cliquez sur Elementor ou sur Divi, il y a parfois des liens affiliés. Donc, on promouvoit parfois que ce sur quoi on gagne des sous. Voilà. Sur Gutenberg, il n'y a rien à gagner. Voilà, moi, je fais la promotion de Gutenberg, il n'y a rien à gagner dessus, juste d'avoir des sites plus rapides et tout aussi jolis. Voilà, c'est Gutenberg enfin, quand même pas très sexy en fait, dans l'utilisation. Enfin, là, je vois, je suis dessus, j'essaye depuis tout à l'heure à faire quelque chose avec. Bon, j'essaye vite. Mais c'est vrai que c'est pas du live en fait comme ça peut l'être avec Elementor. Enfin, vraiment. Enfin, s'il y avait enfin, je sais pas, deux plats là devant moi, en fait, il y en a un qui est super appétissant et l'autre qui l'est pas du tout en fait. Sauf qu'il y en a un qui fait grossir. On est d'accord. mais en général, c'est moins appétissant. J'aime bien ta remarque et effectivement, ça mériterait qu'on vous fasse une démo de Gutenberg et comment utiliser simplement Gutenberg. Parce que franchement, pourtant j'étais dur avec ce truc, hein, mais c'est une fois qu'on l'a pris en main, oui, c'est pas très beau, voilà, mais c'est sympa, c'est comme, à un moment donné, on avait des 4x4 type Lada, c'est des machins qui passaient partout, quoi. Et ben, Gutenberg, c'est un peu ça. C'est pas super beau, c'est pas super sexy, mais putain, par contre, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Ça va où tu veux, c'est solide, c'est robuste, tu as un truc au final qui est chiadé et qui maintenant nécessitera que ça soit rapide. Donc, on vous fera, si vraiment ça vous tente, on fera une oui, démo. Mais je pense que ça serait bien de faire quelque chose dédié à Gutenberg pour le prochain. Ouais. Et vous avez un autre truc aussi, on n'en parle pas assez, mais vous avez les blocs qui sont réutilisables avec Gutenberg. Donc, si demain, vous devez créer des pages assez proches, similaires, par exemple, imaginez que vous vendiez un service, donc vous avez des pages pour vendre vos services, et vous devez souvent répéter les mêmes schémas, d'accord? Eh bien, avec Gutenberg, comme Elementor, mais comme d'autres constructeurs de pages, hein, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, les autres, mais Gutenberg le fait, vous avez les blocs réutilisables du même principe. Sur WP Formation, moi j'ai des auteurs qui écrivent qu'avec Gutenberg, ils se sont créés des blocs réutilisables, et dedans, ça fait des petits encarts super chiadés au niveau du CSS, ils ont customisé une seule fois, et après, quand ils écrivent des articles, paf, ils rappellent le bloc, ils changent le contenu à l'intérieur et ils valident. Et on gagne un temps fou. Voilà. Donc, et tout ça, c'est venu au fil du temps avec Gutenberg. Et donc, si je dois promouvoir Gutenberg, je ne le fais pas au titre de Gutenberg en tant que tel, je promeus Gutenberg parce que c'est WordPress. Elementor,
Elementor, c'est une boîte qui fait du pognon. C'est pas WordPress. Beaver Builder, c'est pareil. C'est des mecs qui veulent faire du pognon. Voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et puis, en plus, vous avez tous les problèmes de compatibilité et de rétrocompatibilité. Par exemple, j'ai pris Neve, Gutenberg, un WordPress et j'ai mis PHP 8 dessus. Zéro problème. J'ai pris un thème funky olé olé, donc un thème de la forêt. J'ai mis Elementor, j'ai mis PHP 8, paf, tout planté. Rien qui marchait. Donc, voilà, si je donnais sa chance au produit, je vais arrêter là, parce que sinon, je pourrais en discuter pendant des heures. Donc, spécialement pour Nico, je ferai un article avec customiser WooCommerce et Gutenberg. Restez à l'écoute. Voilà. Ok, mais ça marche. Écoutez, il est 20h, on va clôturer là. Merci à tous. Hein. On n'a pas perdu grand monde au fil des 2 heures, donc c'est super. Et puis, on vous tient au courant assez rapidement pour le prochain événement avec le sujet. Oui, j'attire votre attention juste sur la remarque de Jim qui me dit qu'il avait eu des soucis éventuellement avec Firefox. Et donc, il y a un petit sur GitHub, il y a un petit correctif de problème. Je t'avoue que moi, sur Firefox, je n'ai jamais eu de soucis. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce petit meet-up. On s'en fera d'autres. Et on essaye, hein, Nico, d'organiser un truc avec Gutenberg. On voit si on peut avoir JB, parce que c'est quand même clairement spécialiste. Ouais, le spécialiste Gutenberg, il est à fond là-dedans. Voilà, on pourra préparer des petits exercices ou des petites pages si vous le souhaitez, faites avec Gutenberg. Et puis, je vous donnerai la main ou un accès admin pour aller voir comment c'est foutu à l'intérieur. Ça peut être sympa aussi. Moi, ça ne me demandera pas beaucoup de préparation parce que c'est des trucs que je fais déjà en formation. Donc, comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne et ce que ça vaut. OK ? Génial. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt sur le web. À bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.